Ranger Van der Zandt, tu le trouves brouillon, mais sur une échelle de Earl Bamber à Kevin Estre, par exemple. Tu vois, Earl Bamber, le plus brouillon de chez brouillon, et Kevin Estre, le moins brouillon. Et tu le situes où, à peu près? 1h25 seulement de full course yellow sur les 10 heures de course. C'est pas du quasi jamais vu, mais pas loin. On était, Mhm. pour comparaison, en 2023 à 3h35, en 2022 à 2h35, en 2021 à 2h50. Là, on est à 1h25 seulement sur 10 heures de full course yellow. C'est-à-dire que pendant 4 heures, on a eu du drapeau vert. On parlait justement des commissaires de piste, il y a un ou deux épisodes, on parlait de l'évolution de la sécurité au Mans et du fait que maintenant, ils sont quand même beaucoup plus euh, encadrés dans leurs interventions et qu'ils ont beaucoup plus d'aide, enfin je sais pas comment dire, d'informations en tout cas pour intervenir en sécurité. Les requins, ça fait des années où et ils en font trop quoi. Mais j'aime beaucoup comme c'est la patte patrouille quoi les requins. Ils arrivent avec le pick-up tout feu allumé, les casques semi-intégral et tout. Mais attendez les gars, vous allez juste bouger une voiture dans un bac, faut pas non plus. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance sur plusieurs sites, on le disait, groupec.fr, classicauto.fr, bien sûr, Endurance Mag, avec donc beaucoup d'allant, beaucoup d'expertise, c'est Geoffroy Barre. Bonjour Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça c'est juste les sites que tu connais en plus, hein. Il y en a d'autres, Ouais, c'est mais vrai, je les parce dis qu'il y en a d'autres, mais ouais. je sais, mais je veux Ah pas ouais, que ça dure non plus 10 minutes sur l'intro. c'est ça. On en est au 35e numéro de notre podcast et on va revenir sur une édition de Petit Le Mans qui, je dois le dire, restera dans les annales. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà c'était la finale de la saison 2024, ça c'est une habitude. Saison 2024 de l'IMSA, du championnat américain d'endurance, qui se conclut toujours à Petit Le Mans. Elle n'a pas déçu, il s'est passé beaucoup de choses et on a eu un vainqueur, j'ai envie de dire, surprise sur le scénario de la course. Alors comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner les chiffres importants, les statistiques, quelques infos qui vont vous permettre aussi encore de mieux connaître ce monde de l'endurance qui nous fait tant tous vibrer. Et pour vibrer, ça, on a vibré jusqu'au bout de la nuit, hein, Geoffroy. La victoire s'est jouée dans les 20 dernières minutes. Comment est-ce que tu as appris cette victoire de l'équipe Cadillac, la numéro 01, ça y est, avec Van der Zandt, avec Dixon et avec Sébastien Bourdet. Oui, Sébastien Bourdet vainqueur. Ouais, je t'avoue que ça fait plaisir de voir Sébastien Bourdet. Et bien sûr, c'est les pilotes avec qui partager le volant, mais ça fait plaisir de voir un Français comme ça briller au Petit Le Mans. C'est une victoire qui déjoue un peu les pronostics qu'on avait faits. Toi, je crois que de mémoire, tu étais plus sur Porsche. Moi, j'étais un peu sur Acura parce qu'il y avait la passe de 3 qui était possible entre 2022-2023, les deux victoires de chez Meyer-Shank, et là, peut-être un troisième succès de rang. Finalement, on a tous les deux tort. C'est Cadillac, c'est bien. Je trouve que ça rééquilibre un petit peu aussi la saison. Enfin, comment dire. J'aime bien que Porsche n'ait pas tout raflé, tu vois, cette saison. Ils ont déjà raflé pas mal de trucs quand même, hein. Daytona, ça Oui, va. Ils ont gagné quelques classiques, Laguna Seca, Long Beach, je crois. Enfin voilà, puis bon, ils ont fait une moisson de succès, tu vas nous sortir les stats, mais ils ont gagné 9 titres en tout, puisque la saison maintenant est terminée, donc on peut oui. faire les comptes. Ils ont au total, même si sur le site, là, au moment où on enregistre sur le site de l'IMSA, les statistiques ne sont pas à jour, c'est quand même fou, que la course est quand même finie depuis samedi soir, enfin dans la nuit. C'est Mais, dingue. mais je sais que toi tu tiens tes comptes de ton côté, donc c'est bon, t'as les chiffres à jour. Mais voilà, Porsche qui repart avec 9 titres en tout. Donc ça reste une saison de domination. Mais là, sur l'épreuve, très en forme les Porsche quand même, on va dire. Hein. Mais victoire finalement Cadillac, je trouve ça bien. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis finalement, au palmarès, Ranger Van der Zandt, mine de rien, décroche sa troisième victoire. C'est la deuxième victoire pour Scott Dixon au Petit Le Mans. Et c'est la première victoire au général de Sébastien Bourdet. Il avait déjà gagné, mais c'était passé inaperçu en 2015 dans la catégorie GTP, enfin la catégorie en tout cas prototype, avec Barbosa Fittipaldi. Mais bon, comme c'était Porsche qui avait gagné au général avec une GT, j'avoue que cette victoire de classe ne comptait pas forcément beaucoup pour Sébastien Bourdet. Il devient donc le huitième Français vainqueur donc au général. On les avait cités la semaine dernière, hein, ces Français vainqueurs. Donc ça fait plaisir. Quatrième victoire pour Cadillac à Petit Le Mans. La première pour Ganassi sur cette piste. Et tu me disais que c'était la 67e victoire de Ganassi en IMSA. Je trouve que c'est assez fort. Surtout que c'est fini entre Ganassi et Cadillac pour l'année prochaine. Ganassi ne sera plus en IMSA. Donc c'était aussi une manière de terminer finalement un cycle qui a été plutôt couronné de succès, même si il n'y a pas eu les résultats vraiment escomptés. Il n'y a pas eu le titre finalement pour Ganassi en IMSA.
Ouais, mais effectivement, comme tu dis, c'est la fin d'une relation. On le savait depuis quasiment le début de saison, en fait. Hein. On l'a su assez tôt qu'ils allaient pas poursuivre. Euh, on connaît peut-être que les langues vont se délier maintenant que la séparation est actée et que contractuellement ils sont plus liés, mais on sait toujours pas trop officiellement les raisons quand même derrière. Chip Ganassi qui a envie de reprendre sa liberté, Cadillac qui leur fait plus trop confiance. Enfin, on sait pas trop. Je trouve ça dommage en tout cas que ce programme s'arrête aussitôt parce qu'on voit que ça porte ses fruits. Enfin, aux États-Unis en tout cas ça marchait bien. Ouais. En WEC, moi j'attribue plus le manque enfin l'absence de victoire jusqu'à maintenant. Je l'attribue plutôt au fait qu'il y ait Earl Bamber dans la voiture et qu'il n'y ait qu'une seule voiture engagée plutôt qu'à Chip Ganassi Racing. Non mais c'est vrai en fait, c'est quand même le seul constructeur majeur qui n'a qu'une seule voiture engagée. En C'est vrai. WEC, je mets Lamborghini de côté, hein. Et Isota Fraschini, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et je suis pas sûr que ça soit vraiment lié à leur préparation à eux. Donc je trouve ça dommage que ça s'arrête là. Après, ça va peut-être amener de bonnes choses. Chip Ganassi, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, mais tu m'as dit que tu avais peut-être quelques pistes. Enfin, ils sont peut-être liés potentiellement à l'arrivée de Hyundai et donc sur la marque Genesis. Cadillac, on sait que ça va bien se passer aussi sans doute si ça part du côté de chez Hertz Team Jota. Donc à voir. Moi, juste pour Bourdet, du coup, je rajoute une petite stat, mais pour Sébastien Bourdet, je suis content parce que j'avais pas fait gaffe qu'il avait jamais gagné le Petit Le Mans. Mais du coup, ça lui fait quand même des victoires dans des classiques, on va dire. Oui. Il en a une de tête, c'est sûr, c'est 2014 à Daytona. Je sais pas s'il y en a d'autres depuis, mais je pense qu'il y en a d'autres depuis. En tout cas, il en a au moins une à Daytona, ça je sais, parce que j'y étais. Et il en a deux à Sebring aussi. Donc deux victoires à Sebring, une au moins Daytona. Et maintenant une Petit Le Mans, c'est pas mal que Sébastien Bourdet. Enfin, moi, dans ma tête, il avait gagné partout. Mais en fait, tu vois, il y a encore des courses, il y a encore des épreuves majeures qui manquaient à son palmarès. Donc je trouve ça bien qu'il soit là. Et en plus, avec Chip Ganassi, pour moi, vraiment, puisque ça va s'arrêter là, et je fais quoi, hein, parce que je sens que je suis en train de parler beaucoup. Mais cette épopée de Chip Ganassi Racing Cadillac, donc qu'on aura eu 2 saisons finalement, pour moi, elle est vraiment connectée à des personnes comme Sébastien Bourdet. Tu vois, la pole manquée aux 24 heures du Mans cette année, je m'en souviendrai longtemps. Euh, L'année d'avant, 2023, toujours sur la jaune, les soucis en qualif, mais Bourdet qui est vraiment ultra motivé. Enfin, je trouve que ça lui collait vraiment de faire partie de cette aventure. Je sais pas s'il sera encore au volant d'une Cadillac à l'avenir, mais tu vois, c'est vraiment le plus américain des Français, quoi, on va dire. Et je trouve que tenter Le Mans, un mec qui est manceau, venir au Mans se battre avec une Cadillac, je trouve qu'il n'y avait pas mieux pour lui, en tout cas, comme équipe, quoi. J'ai adoré son épopée chez Peugeot, j'ai adoré les années Pescarolo, mais je trouvais que là, il y avait vraiment un lien hyper fort, et je suis déçu que ça n'ait pas été couronné de succès au Mans, quoi. Ça aurait vraiment mérité ça, je trouve. Ouais, t'as raison, mais bon, il sera encore avec Cadillac normalement, hein. C'est le seul finalement qui Ouais, vient dans les valises. Il ok. a tellement été une cheville ouvrière, comme tu dis, de Bah ouais, pour Cadillac moi, c'est que fou. Ouais. voilà, c'est logique finalement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tous les succès qu'il a eu, je dirais en endurance, c'est plutôt avec des constructeurs américains. Tu vois, t'as Ford et Cadillac parce que. Et même Panos, Corvette. Panos. Et même Parce que tu Panos. vois, il a gagné en 2014 à Daytona avec la Coyote Corvette Daytona Ah ouais, Prototype, moteur Chevrolet. Tu vois, donc en fait, ça date de loin. Il a quand même gagné à Sebring, ça on se bien souvient sûr. en 2015, mais Cadillac. surtout en 2021 avec l'équipe JDC à Mustang Sampling, là, avec la Cadillac. C'était magnifique avec un équipage 100% français, avec Loïc Duval et avec Tristan Vautier. Bah Ouais. voilà, c'est vrai que ça fait partie de ces pilotes que l'on apprécie. Et tu parlais de la couleur de la voiture, alors ça paraît être un détail, mais c'est pas la jaune qui a gagné ce week-end. Et Est-ce non, c'est que ça, ouais. non, non, mais est-ce que finalement le chat noir n'est pas associé à la jaune? Parce que là, quand même, on n'était pas loin de l'abandon, on n'était pas loin de quelque chose qui aurait pu mal se terminer pour cette Cadillac, parce qu'on va y revenir, mais ne pas avoir de phare dans la nuit, bon, c'était déjà dangereux, mais surtout, ça aurait pu être une pénalisation. Ça n'a pas été le cas, donc cette voiture qui était aux couleurs roses, justement, en l'honneur, ou en tout cas pour encourager les gens à aller se faire dépister, et les femmes notamment, dans ce mois d'octobre, octobre rose. Voilà. Ouais, c'est bien. Non, mais carrément, c'est un symbole. Oui, je sais que t'es bien attaché à ces trucs-là. Ça fait un peu symbole. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. Et bah alors, pour le final, effectivement, comme tu dis, en gros, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est pas vraiment la voiture qui était pressentie pour gagner. Non. Bon, enfin, ouais, il y avait, avant même qu'on commence les premiers essais à Road Atlanta, on avait quand même tous en tête le fait que Porsche est un espèce de rouleau compresseur cette saison. Ils arrivent, ou comme tu l'avais dit, les titres sont déjà quasiment acquis ou presque. Ils ont pas une énorme prestation à faire pour décrocher les titres, mais on sait qu'ils allaient faire le boulot. Donc
tu te dis quand même, ils arrivent un peu en force. Acura, moi je l'avais dit, peut-être avec la connaissance de la piste, avec l'historique sur le circuit. Euh, Peut-être que, enfin, en tout cas, Cadillac n'était pas forcément la voiture la plus en vue, la Cadillac, celle-ci. Et pendant l'épreuve, bah, c'est un peu aussi ça. C'est, en fait, elle n'a pas mené un seul tour. Elle a juste mené à partir de 15-20 minutes à la fin, quand il y a eu le dépassement. Mais sinon, tu sais, souvent on dit, oui, c'est normal que telle voiture s'impose. Au Mans, c'est un peu le classique. C'est souvent la voiture qui mène le plus de tours qui s'impose parce qu'il y a une espèce de logique voilà, d'avoir la main mise sur la course. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. En fait, elle a pris la tête à 20 minutes de la fin. C'est vrai que c'est dingue. Et attends, surtout, Ranger Van der Zandt, moi j'ai un peu tendance à dire qu'il est parfois brouillon, c'est-à-dire qu'il est très rapide, mais Ah, ça lui arrive d'être un peu trop optimiste. Et en fait, là, il est allé la chercher cette victoire, parce que juste avant, ouais. faut quand même remettre dans le contexte, Ranger Van der Zandt, il se sort juste à la sortie de la voie des stands, ou quelques virages Pneu après, froid. avec des Pneu pneus froid. froids exactement. Il se met en travers, il faut qu'il reparte. Donc cette voiture, elle a été longtemps finalement en dehors de la victoire et en dehors de la lutte pour la victoire parce que elle a été prise au piège d'entrée de jeu avec un arrêt au stand non prévu pour essayer de réparer un système de télémétrie, je crois, parce que c'était une pénalité en fait de l'IMSA pour s'assurer que la télémétrie fonctionnait bien, d'après ce que j'ai compris. Donc la voiture se retrouve à un tour, puis à deux tours. Mhm. Ensuite, elle revient grâce à quelques neutralisations à un tour. Et puis Scott Dixon fait un travail magnifique. Alors Sébastien Bourdet aussi, évidemment, mais Scott Dixon a réussi à résister sur la piste, je crois que c'était la Porsche numéro 6, hein, pour rester dans le tour, ce fameux tour qui a été tellement important à ne pas prendre pour rester dans la lutte pour la victoire au moment où il y a eu, mais quelques heures plus tard, une nouvelle neutralisation. Donc ça a été vraiment une construction et Ranger Van der Zandt qui en fait a dépassé Nick Tandy dans ce premier virage. C'était complètement fou, il s'est jeté, c'est passé. On se souvient qu'il y a quoi, il y a 2 ans, Nick Tandy, pas Nick Tandy, pardon, Earl Bamber avait été justement pris au piège avec Ranger Van der Zandt qui avait tenté de faire l'extérieur du premier virage et les deux voitures de chez Ganassi s'étaient sorties. Donc il y avait quand même de mauvais souvenirs et pourtant il est vraiment allé la chercher cette première place et bravo à lui parce que Sébastien Bourdet a été étincelant. En fait les trois ont vraiment eu leur rôle à jouer. Bourdet étincelant comme d'habitude sur le fait de faire des tours vraiment métronomiques. Je crois que c'est lui qui a le meilleur tour en course d'ailleurs en 1:12,2, un truc comme ça. Et il était capable d'être le plus rapide, de dépasser dans le trafic facilement. Ensuite, je le disais, Scott Dixon a réussi à résister pour rester dans le tour. Et puis Van der Zandt, malgré sa petite erreur et donc peut-être l'espoir qui aurait pu s'envoler, est resté concentré, resté dans le match. Et donc à 15 minutes, un petit peu plus de la fin de cette course, il dépasse au premier freinage. Franchement, c'était dingue parce que il y est allé de loin. Il a surpris son adversaire et surtout qu'il avait qu'un seul phare. Alors peut-être que ça a joué aussi dans la perception un petit peu différente de Nick Tandy, je sais pas, mais je me suis demandé si ça n'avait pas joué un petit peu, parce que Ranger Van der Zandt, quand même, on va l'évoquer, a fini la course. Alors, il avait qu'un seul phare pendant longtemps, donc ça, en WEC, ça passe pas hein, normalement, mais en IMSA, on tolère. Puis à un moment, il n'y a plus de phare du tout, et donc là, il s'est retrouvé à être un peu à l'aveugle. Et au moment où on se disait, mais c'est pas possible, il va se faire pénaliser, on était avec Guénel Longy pour commenter la fin de cette course-là, et on voit les feux pluie s'allumer. Et en fait, il a essayé, je pense, d'appuyer sur tous les boutons pour refaire, je sais pas moi, des connexions ou en tout cas essayer de régénérer un peu d'électricité dans le système, si je puis dire, un peu partout. Et donc du coup le fait d'allumer les feux pluie, ça a remis les feux à l'avant, puis ensuite il a reperdu un phare à la gauche, puis à droite. J'ai pas compris le problème, mais c'était un gag, et grâce à cette réussite finalement, là où ils ont souvent été malchanceux, eh bien ils ont réussi à gagner, mais quelle fin de course. C'est pour ça que je disais que cette épreuve et ce scénario étaient complètement dingues. Alors, bah, t'as tout dit. On Ah peut bon, arrêter là, mince. je pense. Non? Bon, d'accord. Ça fait court, mais non, t'as tout dit. Alors, avant de reparler du phare, juste que j'ai des repères et qu'on parle bien de la même chose. Euh, Ranger Van der Zandt, tu le trouves brouillon, mais sur une échelle de Earl Bamber à Kevin Estre, par exemple. Tu vois, Earl Bamber, le plus brouillon de chez brouillon, et Kevin Estre, le moins brouillon. Et tu le situes où, à peu près? On est plus proche de Earl Bamber, quoi. Ouais, on est en dessous de Earl Bamber quand même. Après, je dis pas qu'il fait que des erreurs, hein, mais, euh, mais ça lui arrive quand même quelques fois. Alors après, il est peut-être pas forcément tout à fait chanceux non plus, parce que je me souviens d'un crash C'est à ce que Spa, j'allais te dire. C'est ce que et j'allais te dire. c'était un problème de direction assistée, tu Direction vois. Donc, assistée. Voilà, la perte de direction assistée à Spa, il peut pas grand-chose.
j'ai un peu le souvenir effectivement de deux trois trucs où il est plus passager que à l'origine du truc. Là où Earl Bamber est clairement à l'origine, quoi. Tu vois, Oui, c'est un c'est-à-dire peu que différent. quand tu mets les deux sur la piste, effectivement, ça se termine dans le mur, même s'ils sont équipiers. Ouais, Mais ouais. non, disons que Ranger Van Der Zandt, tu vois, pour revenir sur cet épisode rapidement, 2022, si ma mémoire me fait pas défaut, bah, il tente l'exter dans un virage où bah, il n'y a pas trop de place à l'exter, quoi. Donc, C'est pas une ok. zone de dépassement. Non, mais alors, il n'y a pas, y a pas de zone de dépassement à cet endroit, monsieur. Si, en fait, c'est un circuit. On peut dépasser partout. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'était un peu optimiste et que du coup, bah, il se met en fait dans ces situations-là. C'est pas de sa faute à Oui, oui, proprement oui, je vois ce que parler. tu veux dire. Je vois ce que tu veux Mais dire. il prend quand même des risques. Donc, oui, ok, si sur deux tentatives sur quatre ça passe, bah c'est beau, quoi. Mais voilà, après, il y a ce côté un peu déchet qui peut Hmm. arriver. Là, Oui, l'erreur moins qu'il propre, fait quoi, moins propre. Hmm. à la sortie de la voie des stands, bon, tout le monde s'est fait piéger parce que je vais être honnête, Ouais. Ricky Taylor est parti à la faute juste après la sortie des stands, Sébastien Bourdet l'a fait aussi, je crois qu'il y a un pilote Porsche qui l'a fait. Enfin, voilà, le fait d'avoir des pneus froids et d'essayer d'avoir un Brouillon aussi, rythme important. Ricky Taylor, quand même. Ah là là, Ricky oui. Taylor, Ah, il est Ricky brouillon Taylor. aussi, hein. Ah, Hmm. on va y revenir. Jordan Taylor moins, mais Ricky Taylor, il est assez brouillon. Sur, Ouais. sur le coup des phares, juste, je rajoute un truc, comme tu Ouais. l'as dit. En WEC, Eduardo, il fait une syncope directe et il te fait rentrer la caisse, hein. Tu t'as pas de phare, enfin, t'as les deux phares, pardon, t'as les deux phares qui posent problème. C'est direct, c'est même pas un avertissement, c'est vous rentrez la bagnole et vous faites le nécessaire. En Non, IMSA, mais j'ai cru comprendre même qu'il avec y un avait phare, une hein. règle, ouais, même avec un phare d'ailleurs, bah oui. Même avec un demi-éclair, enfin, c'est pire qu'un contrôle technique. En WEC, il faut que les bagnoles soient toujours. Non, mais après, en même temps, c'est aussi un gage de sécurité, hein. Tout Là, à on fait. rigole, mais quand il y a quand même des caméras, des vues embarquées, ou comme tu l'as dit, quand il se retrouve sans phare dans l'espèce de portion après la montée, là, après l'espèce de la descente, la remontée, fameuse ligne droite avant le double droite, il passe une GT. Waouh, je pense que le mec dans la GT, il s'est dit, mais il vient d'où lui? Parce qu'il n'y a aucun phare, il n'y a rien. C'est hyper dangereux. Donc ça s'est bien terminé, mais il suffit que la GT change de ligne et on serait en train de dire que l'IMSA, ils font n'importe quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, moi, j'étais bercé par la voix de John Indo dans la nuit, parce que j'étais pas devant la télé, je t'avoue, Ah bah à voilà. 2h, 3h, 4h du matin. Bravo. Mais le final, je l'ai écouté avec John Indo, et du coup, sur IMSA Radio Le Mans, IMSA Radio, etc. Et lui, il disait, je crois, en fait, il y a une espèce de règle. Je sais pas quelle est l'épaisseur du règlement IMSA par rapport au WEC, mais à mon avis, on est sur une échelle peut-être entre la feuille de papier et la Bible d'un. Enfin, tu vois, je pense que le règlement IMSA est quand même plus petit. Oui, Ou peut-être. Enfin, en tout cas, il est moins détaillé sur les points de il est plus sécurité et de. permissif. Voilà, c'est ça, exactement. Et il disait que, apparemment, la règle, c'est que tacite, encore une fois, qui n'est pas écrite, mais si tu as un problème de phare, ça peut arriver. En fait, il faut pas qu'il boucle un tour entier sans avoir d'éclairage. C'est-à-dire que Ah s'il fait ouais. plus d'une boucle, s'il fait plus d'un tour complet, si par exemple tu passes sur la ligne, t'as pas de phare, mais ça se rallume par intermittence, machin, bon, alors moi il va avoir un avertissement parce que c'est dangereux. Mais par contre, si tu passes la ligne et que tu fais un tour entier chronométré sans aucun phare, ah bah là du coup ça va être sûr, déjà faut rentrer, et deux, ça sera pénalité parce que c'est pas normal d'avoir laisser sur la piste une voiture qui a un élément de sécurité endommagé, tu vois. Donc en fait, c'est un peu là-dessus apparemment que ça tient, c'est que ça n'est pas arrivé, il n'a pas fait un tour complet sans éclairage. C'est revenu à un moment, donc il n'y a pas, enfin, il va pas être pénalisé. Les résultats sont toujours en suspens, je crois, quand on enregistre là, hein, c'est pas encore validé définitivement, mais il y aura pas, normalement, il n'y aura pas de pénalisation là-dessus puisqu'il n'a pas fait une boucle complète sans phare. Non, t'as raison. Il a fait deux ou trois virages, mais ça c'était incroyable. Alors il a Mais quand même déclaré que impressionnant, ouais. ça lui a rappelé des souvenirs quand il roulait en LMPC, tu sais, quand il roulait en Ouais. prototype Ah oui, des fois, il n'y challenge. avait pas de phare là-dessus. Et il n'y a pas de phare. Donc Oui, lui, en c'est vrai. fait, il a dit, bon, ok, c'était difficile, mais en termes d'éclairage, c'était quasiment comme se retrouver dans un proto, certes ouvert, mais LMPC. Donc c'était rigolo, ça m'a fait un petit peu sourire, surtout qu'il a dit, j'ai appuyé sur tous les boutons que je pouvais trouver dans la voiture, et puis j'ai trouvé un bouton blanc, et ça a été la miracle. Je sais pas ce que c'est ce bouton blanc, mais ça peut être pratique hein, sur la voiture, sur une voiture de tous les jours. Je sais pas, vous avez un problème de moteur, de frein, de ce que vous voulez, hop, bouton blanc, et c'est bon, ça repart. Mais alors, petit aparté, mais les LMPC, ça me fait penser. Donc, les LMPC, pour les plus jeunes qui voient pas forcément, mais c'est les anciennes. Enfin, c'était le nouveau nom qu'on donnait au Formula Le Mans. Tu m'arrêtes hein, si je dis de la Oui, merde, mais c'est ça. Formula Le Mans, c'est genre 2008-9 que c'est apparu.
Ouais. C'était un peu la formule d'accession, en gros, pour aller ensuite en LMP2 et viser le LMP1 à l'époque. Et donc, ils avaient leur championnat un peu à part. Enfin, ça devait être des courses de support, et après, ça a été intégré progressivement en ALMS à C'était l'époque, parce que c'était bien la l'ancêtre LMS à l'époque. des LMP3. De l'LP3, exactement, ouais. Ouais. Et vu que le plateau Le Mans Series commençait un peu à faire la gueule, du coup, ils ont intégré les LMPC. Et aux États-Unis, c'est pareil, ils ont ouvert par le bas. En ALMS à l'époque, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats, ils ont commencé à intégrer les GT3, les LMPC, etc. Et donc, le point que je voulais dire, c'est que j'ai passé des heures, j'ai poncé Forza Motorsport 4, je dirais. Ouais. Il y avait un défi, tu sais, c'était les tours chronométrés. Il y en avait un, c'était, il fallait faire le meilleur temps possible, avec une LMPC, justement, une déco verte d'une équipe américaine, je sais pas laquelle c'était. Mais bref, une LMPC à Road Atlanta, et putain, j'y ai passé mais des heures à essayer. Et j'étais genre, c'était le truc où j'étais le mieux classé, tu vois, au top monde. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, hein, je devais être top 1000 ou un truc comme ça, hein, c'était pas non plus la folie. Mais genre, j'y ai passé, quand je te dis des heures, c'est j'ai dû rouler au moins 10-15 heures en tout, si je prends tout cumulé, tout seul, à Road Atlanta, avec cette LMPC, où il faut vraiment bien l'inscrire dans le premier virage, enchaîner. Et tu sais, c'est des trucs où dès que tu passes en dehors des limites de piste, le tour il compte pas, quoi. Donc si vraiment tu veux avoir un tour qui soit bien dans le classement, il faut que tu fasses un tour chrono propre. Donc bref, voilà, j'ai passé des heures là-dessus. Énorme. Énorme. C'était Mais... juste pour dire ça. Non, mais c'est intéressant aussi de revenir, tu vois, sur les parcours des gens. Bah, c'est un peu l'idée de trajectoire, mon autre podcast, mais Ranger Van der Ah, on Zandt, a tu vois, basculé en fait, c'est mon trajectoire, ça y c'est est. ça là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'il va arriver hein, dans Ah, quelques oui, bien années, sûr. peut-être. Ah bah oui, bah Faut oui. que je sois champion de ski ou de moto ou de bagnole pour avoir droit à Voilà. mon épisode, donc je vais me Oh bah lancer, il faut que je commence. t'es à ça d'y arriver. Ouais, ah bah c'est ça exactement. J'étais Non pas mais loin d'un volant en Formule 1, mais je peux pas te dire avec qui, dans quelle équipe, mais j'étais vraiment pas loin, tu vois. ouais, on était à deux doigts et puis il y a eu les ligaments croisés quoi. Non, mais je voulais revenir sur la carrière de Ranger Van der Zandt en fait, parce que tu vois, il a longtemps quand même essayé de se trouver ou de se chercher en endurance, parce que lui, il était en monoplace et puis ça n'a pas été finalement si simple. Et en fait, là, il a quand même réussi à faire sa transition, quoi. Il est dans les meilleures équipes. L'année prochaine, il sera avec Meyershank, on peut le dire, avec Acura. Donc, ça faisait 7 ans Ça qu'il c'est était avec incroyable. Ouais. Cadillac. Il termine avec cette victoire qu'il est allé chercher. Et comme depuis 2021, enfin depuis 2020 même d'ailleurs, c'est la quatrième fois en 5 ans que le vainqueur Petit Le Mans, alors ça c'est une petite statistique qu'on vous donne, est en fait une équipe qui va changer de constructeur. Donc soit par Ah choix, oui, eh ben c'est oui fou. parce En fait, tu avais parce Owen qu'il y a Taylor en eu 2020 qui était avec ouais, Cadillac et qui passe avec Acura l'année suivante, qui s'impose. il y avait Yost après, enfin Voilà, Yost Mazda, ouais. avant l'arrêt de Mazda, qui s'impose en 2021. Mhm. 2022, c'était Acura qui gagne. Donc bon, 2023, ils sont restés avec Meyershank. Mais par contre, 2024, bah, il n'y avait plus de Meyershank avec Acura. Et là donc, Cadillac Ganassi, eh ben, il n'y aura plus de Cadillac Ganassi l'année prochaine. Donc bah, c'est rigolo de se dire que finalement, voilà, on veut peut-être aussi tout donner pour la fin. Se montrer en disant, bon, vous voyez, hein, vous nous virez, mais on est encore là, les gars. Ouais, c'est marrant effectivement, mais parce qu'après en 2021, Yost avec le programme Mazda, ouais, les deux avaient carrément splitté quoi, parce que C'est je ça. me souviens plus. Yost après ils ont fait quoi? Ils ont géré un peu les caisses Reckel à les Glickenhaus, mais bon, c'était pas non plus ouf. Ouais, c'est ça, hein. Enfin, ils géraient déjà un peu avant. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est Tu vois, marrant. donc Il y a bon, fin de c'était cycle. rigolo. Voilà, Après, c'est la dernière épreuve de la saison. Il y a aussi cette logique de. bien Mais bon, sûr. c'est vrai que ouais, c'est marrant. C'est un élément un peu marquant. Mais il va y avoir pas mal de nouveautés, hein. Enfin, quand même, on a que tu lances des points statistiques, des petites infos comme ça. Moi, ce que je peux te dire aussi, j'anticipe un petit peu sur le GTD, mais Ouais, c'était aussi la dernière course de l'Acura NSX, la c'est Honda vrai. NSX, quoi, en gros, comme nous on l'appelle chez nous. C'était la dernière apparition. Ça faisait 8 saisons qu'il y avait cette voiture qui était engagée en IMSA et dans d'autres championnats, majoritairement en IMSA quand même. On l'a vu un peu en Michelin Le Mans Cup, et puis en ELMS, je crois qu'il y a eu une saison. Non, non, il y a peu de saisons en En ELMS. Michelin Le Mans Cup, non, non seulement, ouais, Michelin Le pas Mans en Cup, ouais. ELMS. Ouais. Et, et avec l'équipe danoise, d'ailleurs, on en avait déjà parlé, qui a mis Mais la clé oui, sous la porte. et qui Et, devait arriver en 2024 au Mans, hein, quand même, hein. ouais, carrément, parce qu'eux, ils étaient vraiment dans les petits papiers. Je pense qu'ils avaient limite une invite aussi l'année dernière. Et, mais je crois qu'ils avaient des ambitions, ouais, avec Honda ou avec Ford, je sais plus aussi. Enfin bref, ils étaient, je sais pas compris comment ils ont disparu du jour au lendemain. Mais en tout cas, voilà, c'était la dernière course. Et
sinon, qu'est-ce que j'avais comme stat? Non, bah oui, comme tu l'as dit, c'est que l'année prochaine, ça va être un peu remixé, quoi. Avec Ouais, le retour de Meilleur Shank, ça c'est incroyable, je trouve. Le avec deux retour de Meilleur voitures. Shank avec 2 voitures et surtout avec des Acura. Ouais, Quand on se souvient ce qui s'est passé, c'est quand même la triche à Daytona en ouais, c'est 2023. dingue. Je trouve ça fou de Alors, revenir là-dessus, quoi. pas Enfin, énorme triche non plus, hein. Ils ont pas rajouté un deuxième moteur avec un turbo boost, hein. Ils ont joué un peu trop sur les pressions des pneumatiques. Ça va aussi quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'était le borderline, mais bon, bah surtout que là encore, on n'a pas eu toutes les infos, mais on ne sait pas si c'est l'initiative de l'ingénieur qui a été viré dans la foulée, hein, le oui. mardi Lui, d'après, c'était le enfin, il a été fusible. viré. Ouais, ouais, carrément. Est-ce que c'est lui qui a pris sa propre initiative? C'est le Jérôme Kerviel de l'endurance, quoi. Est-ce que c'est vraiment de sa faute ou est-ce qu'il a été un peu commandité? Mais oui, ils ont joué sur les pressions de pneumatiques ou comme tu dis, c'est pas une grosse triche, mais c'est quand même un truc où t'as les manufacturiers, en l'occurrence la Michelin, Hmm, ils donnent ce qu'on appelle des fenêtres des pressions recommandées, en fait, tout simplement. tout à fait. Et donc, ils te donnent une fenêtre de pression au dehors de laquelle ils te disent de pas aller. Mais en fait, ils te disent si tu gonfles plus, donc plus de pression ou moins, nous on garantit pas la tenue du pneu, on C'est ça. garantit pas sa sécurité. Et donc implicitement là encore, ou alors c'est écrit noir sur blanc dans le règlement, mais en gros faut pas y aller quoi, faut pas aller au-delà. Bah C'est-à-dire que oui. l'organisateur dit si Michelin ou Dunlop ou Pirelli ou je ne sais pas qui vous dit les pressions c'est entre ça et vous n'avez pas le droit d'aller en dessous ou au-dessus, vous respectez quoi. Et donc là ils l'ont pas fait. Et effectivement ils ont eu un avantage puisqu'il se trouve que alors Ah je bah sais plus oui. ce que c'était exactement, mais les pneus sous-gonflés ou surgonflés à l'époque, je savais pas. Mais à Daytona sur le tarmac avec ces conditions, avec cette température, avec ceci, avec tel réglage, bah, il gagnait. Bon, Blomqvist, c'était lui, hein, c'était Blomqvist, je crois, qui Ouais, avait fait la pole. Blomqvist. Il a pas besoin de ça pour faire des temps canons, mais s'il a ça en plus, ça expliquait que les autres équipes comprenaient pas comment il arrivait à choper 2 Mais dixièmes, oui, 3 dixièmes, non mais 4 voilà. dixièmes. C'était Alors, incroyable, quoi. encore une fois, entendons-nous, c'est normal qu'ils aient été disqualifiés, mais Mm. ça restait une triche qui était À la marge, encore oui. limitée. Mais bon, d'un autre côté, il y avait les pressions, et puis je crois que c'était aussi le carrossage. Enfin voilà, donc quand c'est une histoire de sécurité, faut sanctionner fort, mais pas non plus trop taper, parce que, bah, en l'occurrence, ils ont perdu leurs points, mais ils n'ont pas perdu la victoire, hein. Meyer Shank, toujours Non, sur les c'est ça. tablettes, vainqueur des 24 heures de Daytona, hein. Ouais, bon, ça c'est à l'américaine, hein, ça se règle. Oui. Bon. Bon les gars, on vous a pris la main dans le pot de confiture. Bon, Ouais, allez, on vous enlève finissez. 3 points. Ouais, finissez la confiture quand même. Bah, restez là. Enfin, non, 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 mais restez Ouais, assis. Et puis, vous allez pas partir quand même maintenant. non, non, bah, vous reviendrez l'année prochaine. Allez, voilà, petite Donc pause. voilà, Et puis, bon, revenez après la récré, quoi. c'était la petite parenthèse, mais du coup ça nous permet d'aller sur Acura. Juste quand même un chiffre, 14, c'est le nombre de tours menés par la Cadillac numéro 01. 14 sur 400, combien? 450 ou je sais plus combien de tours. Enfin bon, c'est... 443, ouais, ou 400. Ouais. Ouais, Bah, ouais, donc tu vois. pour te dire qu'ils n'ont pas dominé la situation, mais qu'ils étaient toujours dans le tour du leader. Et donc, bah, en étant dans le tour du leader, c'est comme ça qu'on arrive à justement bah, être dans la lutte pour la victoire. Alors, il faut savoir quand même qu'on avait dit à Indianapolis que ça avait été un record, qu'il y avait eu 9 voitures différentes en GTP qui avaient mené la course. Là, on en est quand même à 8, hein. Donc, ça veut dire que cette course, elle a été quand même disputée. Il y a eu plusieurs phases aussi où au début on a eu une succession de pilotes et de voitures qui ont mené, qui n'étaient pas du tout les mêmes par la suite, parce que pourquoi? Avant de passer à Acura, je vais quand même le dire, hein, Geoffroy, 1h25 seulement de full course yellow sur les 10 heures de course. C'est pas du quasi jamais vu, mais pas loin. On était, Mhm. pour comparaison, en 2023 à 3h35, en 2022 à 2h35, en 2021 à 2h50. Là, on est à 1h25 seulement sur 10 heures de full course yellow. C'est-à-dire que pendant 4 heures, on a eu du drapeau vert. Moi, j'ai quand même rarement vu ça en IMSA, hein. Non, c'est vrai. Bah, peut-être. Alors, moi, ce que j'ai pu entrevoir, c'est déjà des interventions plus rapides. Enfin, Oui, moins de sorties de piste, moins de gros cartons. Parce que l'année dernière, il y avait eu un espèce de big one aussi au freinage de la chicane, là, où il y oui. avait eu un proto, je crois, ou une GT, bref, qui s'était refermé, enfin, qui avait tout emporté, il y avait eu un strike. Ouais. Il y a pas eu vraiment de big one dans ce sens-là. Il y a quand même eu des gros cartons, et ça va Il y nous en faire a une eu un. transition avec Acura, justement. Mais, et puis des interventions plus rapides, parce que les Ricains, ils adorent le spectacle quand même. Et tu sais, enfin, ça change. Moi, j'aime bien, hein, mais tu sais, c'est un peu la blague en ce moment sur les réseaux. Il y a plein de trucs où ils te mettent des extraits de courses ou que ça soit sport auto ou autre d'ailleurs, et ils te disent voilà,
un truc que les Européens peuvent pas comprendre ou que la mentalité européenne peut pas comprendre. Bah, tu vois, par exemple, quand ils débarquent, les marshals sur la piste, dans des pick-up, qui sont tous casqués et tout, il y a un show quand même. Ça C'est tranche, génial. on parlait, ouais, c'est génial, mais on parlait justement des commissaires de piste, il y a un ou deux épisodes, on parlait de l'évolution de la sécurité au Mans et du fait que maintenant, ils sont quand même beaucoup plus encadrés dans leurs interventions et qu'ils ont beaucoup plus d'aide, enfin je sais pas comment dire, d'informations en tout cas pour intervenir en sécurité. Les requins, ça fait des années où ils en font trop, quoi. Mais j'aime beaucoup comme c'est la patte patrouille, quoi, les mecs, hein. Ils arrivent avec le pick-up tout feu allumé, les casques semi-intégral et tout. Mais attendez, les gars, vous allez juste bouger une voiture dans un bac. Faut pas non plus. Non, mais d'un autre Enfin, côté, tu sais, on parlait de la ouah. sécurité aussi. Quand t'as des voitures à 80 km/h, j'en parlais avec des commissaires, Oui, c'est bah vrai. tu fais pas le C'est vrai. malin non plus, hein, quand t'as pas de casque ou quand t'es pas suffisamment averti ou que les pilotes, pour certains, sans en citer, te disent, ouais, moi les drapeaux jaunes, je m'en fiche. Mhm. Bon, tu passes à 80 km/h, moi je suis commissaire, je fais pas le malin non plus parce que c'est comme si t'étais à côté d'une route nationale, si tu veux. Donc bon, C'est vrai. Non, mais je l'ai tu déjà dit vois. en plus, hein. Moi, ne serait-ce que dans la pit lane ou en bord de piste, il y a des endroits où je fais pas le malin. Et encore, il y a un mur ou un rail qui me sépare de la Oui, oui. piste. Mais j'ai déjà vu des commissaires. Moi, j'ai pas mal de souvenirs au. Bah tiens, ça fait un parallèle avec les États-Unis, mais à la chicane Daytona, donc la première chicane dans les Hunaudières, où des commissaires, pour intervenir, vu que c'est un virage où tu vois pas les voitures arriver, enfin tu les vois 3 secondes avant qu'elles soient devant toi. Donc quand il faut aller sortir une voiture du bac, c'est quand même, faut prendre sur soi, il faut avoir confiance dans les autres mecs pour qu'ils Oui. agitent bien les drapeaux, que les pilotes ralentissent suffisamment. Non, c'est vrai qu'il faut être en confiance. Là, ils sont en confiance. Il y a une petite GT à bouger de l'herbe, ils sont 8 à intervenir, il y a 2 pick-up, un machin, enfin c'est. Mais bon, c'est. Là, en tout cas, j'ai trouvé que ça fait partie du décorum, on va dire, ça fait partie du show. Mais j'ai trouvé que c'était quand même plus rapide. Je pense Non qu'ils mais ont alors, eu un peu il y a ça. Et tu sais, j'ai remarqué aussi, alors je sais pas s'ils sont en train de s'européaniser, mais Si, mais je pense. plusieurs Si, si. fois, bah ouais, parce que plusieurs fois des voitures partaient en travers et bon, ressortaient quelques instants plus tard, mais ça, normalement, c'était immédiatement un Voilà. drapeau jaune. Là, il leur laisse la chance de Ouais, rejoindre et voilà, on va pas balancer le full coursier direct, quoi. et Voilà. tant mieux. Moi, je dirais que c'était plutôt intéressant que ça soit ce format-là, plutôt sur une phase longue de drapeau vert. Il y en a qui vont te dire que bah, finalement, les écarts se sont creusés, certains se sont retrouvés longtemps à un tour. C'était le cas aussi de cette Cadillac, hein, qui était longtemps en ballottage, soit favorable, soit défavorable. Bon, ils ont réussi à passer du bon côté, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu jouer la victoire, mais bon. Après, sur la ligne, il y a 4 secondes d'écart, donc tu vois, on peut pas dire que ça a tué la course non plus. Non, parce qu'il y a eu justement eh bien, une intervention du safety car, ou en tout cas un full course yellow dans les derniers instants, avec la Ford numéro 55 qui vient toucher la Porsche numéro 120, ou inversement, parce qu'on n'a jamais vu l'image en fait, juste après les enchaînements du début de circuit. Et puis derrière, eh bien, je ne sais pas si les drapeaux jaunes étaient agités au bon moment, etc. Parce que sur l'écran de Ricky Taylor, c'est vrai que il n'y avait pas cette notion de drapeau jaune, parce que l'accident venait a priori de se passer entre la Ford Mustang et la Porsche. Et donc, c'est passé tout juste pour la Porsche numéro 6, c'est passé tout juste pour, je crois, une BMW juste devant. Et puis la troisième qui arrive, bah forcément, hein, lui, c'est amplifier les mouvements. Donc la première, ça passe juste, la deuxième encore plus juste, la troisième, ça tape. Et c'était Ricky Taylor qui était deuxième de cette course et qui a failli s'emplafonner dans la Ford. J'ai eu peur de Hmm. revoir, enfin a posteriori, parce que sur le coup j'ai pas vraiment compris, un accident comme Guidley Malucelli, tu vois, en 2014 à Daytona, hein. Ah bah, je le vois très bien celui-là. Ça aurait pu Non, être mais dramatique, quoi. en fait, moi, c'est pareil. En voyant l'image, tu te dis, ok, ça tape, il emporte un peu du. Enfin, la Mustang est déjà un peu éclatée, donc finalement, tu te dis, oui, il l'a touché, lui, ça lui casse un peu un morceau de carbone, machin. Et quand tu vois la vue intérieure, c'est effrayant parce qu'il est vraiment en pleine phase de réaccélération, et toute la traction. Je crois qu'il se décale parce qu'il double Mais oui, quelqu'un, enfin, en tout cas, il est bah, vraiment il voit très que devant proche. ça freine. Et voilà, et le moment où tu sais, c'est le truc, le temps de réaction, quoi. Le moment où tu vois la voiture et où tape, c'est quasiment instantané. C'est quasiment au dixième, centième, je pense qu'on est vraiment sur du centième, il peut rien faire. De toute façon, il peut rien faire. Et heureusement qu'il n'est pas, comme tu l'as dit, ne serait-ce que 30 centimètres ou 40 centimètres plus à gauche, parce que là, il se l'emplafonne et c'est Oh, pas la même, hein. Je pense que c'est pas du tout la même conséquence, quoi. Choc avec une voiture en pleine vitesse et une voiture qui est arrêtée trois quarts avant, enfin, ça aurait pu être vraiment dramatique. Lui, il a dit que, après c'est normal, c'est lui qui a été victime du crash, il a dit qu'il aurait fallu mettre justement un full course yellow, que tout le circuit soit sous condition de drapeau jaune, parce que c'est un endroit dangereux,
et donc qu'il aurait dû arriver avec une vitesse déjà cassée, quoi. Mais bon, Ouais. Ah non, j'arrive mais là, pas, ouais, ça venait de se passer, je pense, mais voilà, c'est ça. ils arrivaient vraiment J'ai pas la vite. temporalité, j'ai pas la temporalité entre le moment où la Mustang sort et où lui il arrive. Est-ce que ça a duré 5, 10, 15, 20, 30 secondes? Je pense que ça a été assez court quand même. Ouais, mais bon, ils ont pas été assez réactifs. Aussi, peut-être les officiels, parce que on est de nuit, c'est pas toujours très éclairé. On n'avait même pas vu la Porsche en premier lieu. On pensait qu'il y avait qu'une seule voiture qui était arrêtée, quoi. Hmm. Donc, non, ça a été un gros, gros moment fort. Et puis, bah, moi, je dirais quand même, alors, ok, hein, vous allez me dire qu'on peut refaire le monde à chaque fois, mais Ricky Taylor, il se sort pas en reprenant la piste, en fait, après son arrêt au stand, qui a été incroyable de la part de son équipe, qui le remet en première position devant la Porsche à la faveur d'un arrêt plus rapide. Et donc, bah, du coup, il aurait été premier. Et ça aurait changé la physionomie. Là, il se retrouve deuxième, il est derrière la Porsche, il est à l'attaque, il était dans cette phase-là où il était le lièvre, pas le lièvre, le chasseur finalement. Donc, est-ce que ça aurait changé? J'en sais rien. En tout cas, on peut dire que Acura a perdu cette course et aurait pu faire la passe de 3 parce que franchement, sur le rythme, ça a été un très très bel effort de leur part. Non, mais c'est ça, c'est vraiment entre ces deux marques que ça s'est joué, comme tu dis, Cadillac et Acura, avec Porsche en arbitre, Ouais, en position de force, quoi. Enfin voilà, oui, qui bon décroche tous les arbitre. titres et Parce qui. que, quand Ouais. même, chez Wayne Taylor, on a mené 80 tours, ce qui est bien hein, Mhm. sur Mhm. l'ensemble des 443, on le disait. Porsche, la numéro 6, a mené 114 tours quand même, hein. Donc, Mhm. bon, j'allais dire, ça aurait pu être quand même une victoire Porsche, parce que si tu ajoutes les 118 tours menés par la Porsche numéro 7, tu te dis quand même que cette édition, elle aurait pu être pour eux. Mais bah voilà, encore la malchance pour Felipe Albuquerque. Ça fait 3 ans de suite que la voiture ne termine pas, qu'il y a des incidents en tout genre. L'année dernière, il s'est fait sortir, je crois, à Albuquerque. Et ben là, Mhm. cette année, c'est Ricky Taylor. Et donc, finalement, on bascule sur Porsche, qui a dominé et qui avait, comme tu dis, les titres bah, dans la poche. Il suffisait de s'engager au départ, hein, on le disait. La 6, ça allait être plus compliqué après la disqualification d'Indianapolis, mais Indianapolis. je dirais que la 7 a fait le boulot. Elle s'est calée sur la stratégie de la 6 jusqu'au moment où elle s'est finalement dit, allez, on va aller un peu plus loin dans la consommation. Je pense que ça correspondait aussi au rythme un petit peu moins rapide de Dan Cameron, mine de rien. On a essayé de trouver quelque chose de se diversifier. Et ça, c'est pas mal hein, pour Penske. Au cas où il y ait un drapeau jaune, eh ben, on aurait pu inverser les positions. Ça n'a pas été le cas, on n'en a pas eu besoin. Mais bravo à Porsche, je dirais. Moi, j'ai été un peu déçu de la course brouillonne, je dirais, de Nick Tandy. Voilà. Parce que si la Porsche numéro 6 perd la course, c'est pas que de son fait, hein, évidemment. Mais ah là là, il y a eu quand même des petites imperfections, hein. Ok, donc les animateurs de la fin de course d'un côté comme de l'autre, Nick Tandy et Van der Zandt, tu trouves que ça a été les. Ça, c'est pas les bonnets d'âne, mais oui, effectivement, c'est les. Bah, Non, Nick je dirais pas Tandy, c'est ça non pareil. plus. Nick Tandy, il est spectaculaire, hein, enfin, comme garçon aussi, hein. Enfin, il Ah bah est. oui, ah bah tu demanderas à la Ferrari Settilar comment il est spectaculaire. Il l'a envoyé dans le mur d'une manière. Alors, je comprends, hein, Petit Le Mans, c'est un circuit qui est pas facile Ouais, pour c'est étroit. trouver l'ouverture, c'est pas simple. Mais enfin là, il a quand même eu un drive-through alors qu'il était en tête, et donc il avait 50 secondes d'avance. Il s'est remis finalement un peu sous la pression de la Cura derrière. Il s'est remis sous la pression de la Porsche. Enfin, cette petite erreur, elle aurait pu aussi avoir des conséquences plus importantes pour cette voiture, hein. Nick Tandy, il a ce côté anglais que tu peux croiser dans un bar un vendredi soir et qui, tu vois, avec des bras un peu. Tu sais, il est un peu costaud, il est un peu. Ça peut devenir ton pote, mais par contre, faut pas trop. Enfin, en fait, s'il a envie de passer un endroit, il passera, quoi. Ouais, Et voilà. c'est l'école de la Cup, hein, de la Porsche Cup, c'est tout. Nick Tandy, bah, Kevin Estre, tous ces gars-là. Bah, Kevin Estre, quand il a envie de passer, c'est pareil, en fait, faut lui laisser la porte ouverte. Enfin, de toute façon, sinon il passe par l'herbe. Donc, mais Nick Tandy, il a aussi ce côté, je vais y aller, en fait. Je te préviens, je vais y aller, quoi. Donc là, ouais, bon, petite incompréhension quand même. Enfin, là, c'est pas très beau avec la Ferrari, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Mais souvent, en tout cas, c'est spectaculaire, du Nick Tandy. Alors, pour le défendre quand même, ça reste un pilote. Il faut qu'il passe le trafic le plus rapidement possible. Donc voilà, après, ça reste aussi une piste qui est un petit peu
délicate et c'est ce qui fait le sel justement de cette course Ouais, de Petit Le c'est Mans. vrai. Mais toujours est-il que c'est bien Felipe Nasser qui décroche un troisième titre en IMSA après 2018, 2021 et donc 2024 et un quatrième, j'ai été surpris, pour Dan Cameron. Il a gagné en GTD avec l'équipe Turner et puis ensuite en Proto en 2016, 2019 et 2024. Donc finalement, tu vois, le Dan Cameron qui est un pilote qui, on va dire, c'est l'assurance vie, il est solide, c'est pas le plus rapide, c'est pas le moins rapide non plus. Il fait pas trop de vagues, il perd un peu de temps sur ses relais. Ah ouais, mais il est là, hein. Quatrième titre quand même en IMSA, quoi. Ouais, et puis il reprend confiance parce que de mémoire, c'est lui qui a été entre guillemets rétrogradé et passé sur le programme Oui, IMSA pour mettre Matt Campbell en plein temps en WEC. Donc, du coup, parce qu'il était quand même un cran en dessous en WEC. Donc du coup, il est aussi un petit cran en dessous en IMSA, hein, faut bien le dire. ouais. Mais après, tu sais, chez Porsche, ils font des trucs un peu improbables, je trouve. Euh, non, mais je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, mais à Daytona cette année, Porsche gagne. Oui, Et sur la voiture, il y a quand même. Putain, j'ai bouffé son nom. Joseph Newgarden. Ouais, j'ai pas compris ce qu'ils nous ont fait. Mais ils aiment bien. Il y a des trucs parfois, tu t'expliques pas. Et voilà. Ah, après, ils ont eu raison, ça Dan a gagné. Cameron, c'est leur protégé. Et, ouais, mais bon. Enfin, on va. Je te fais une transition peut-être un peu trop rapide, mais quand t'as un mec comme Lorraine Heinrich qui tape à la porte, euh, Ah oui, moi, ça fait longtemps que j'aurais quand même fait une petite promotion. Le vivier Porsche, il est quand même, on va dire, assez riche. C'est-à-dire que, tu vois, en Formule 1, on se plaint tout le temps qui est. Enfin, on se plaint. Moi, je me plains pas, je m'en tape, mais le constat, c'est que en Formule 1, tu as des constructeurs qui font l'effort d'avoir des filières et tu as des super talents. Toi, tu connais ça mieux que moi, vu que tu commentes la F2 et la F3. Tu as des super talents, des pépites, notamment des Français, qui sont en F2, en F3 et qui se retrouvent sans baquet ou sans espoir d'avoir à court terme un volant en Formule 1. Il y en a qui arrivent à le faire. Ça va être le cas de Kimi Antonelli, par exemple, ou voilà, de ce genre de pilote, mais il y en a plein qui restent un peu bloqués sur ce plafond de verre qui est le step vers la Formule 1. Et en endurance, c'est un peu différent, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de constructeurs, beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus d'épreuves. Donc, et Porsche, ça fait partie. Enfin, c'est le constructeur pour moi, ou alors je me trompe et t'en vois un autre, mais pour moi, c'est le constructeur qui a le plus gros vivier possible. Parce qu'ils ont des cups dans plein de pays, c'est vrai. ils ont leur filière pour détecter les jeunes pilotes. Donc, si t'es bon derrière un volant, enfin, regardez aujourd'hui, il y a plein de pilotes que vous connaissez, ou on a peut-être oublié, mais ils sont passés souvent par la Cup. Tu vois, l'autre jour, j'en parlais, c'est Jules Gounon, par exemple. Jules Gounon, maintenant, il est associé à Alpine, puisqu'il sera pilote Alpine, on pense, la saison prochaine à plein temps. Et évidemment, Mercedes AMG, c'est ce qui forge son palmarès. Jules Gounon, il est passé par la Cup et il se débrouillait plutôt bien, hein. Il était en lice pour le titre avant qu'il ait un pépin sur C'est vrai. une de ses courses. Se retrouver sur le toit d'une autre voiture. Et tu vois, vraiment, Porsche, c'est le constructeur qui a la plus grande richesse comme ça de jeunes talents. Et là, à mon avis, pour 2025, il faut que ça émerge et qu'il y ait un petit turnover au niveau des pilotes, quoi. Ça serait pas mal. Ouais, je suis d'accord. Je Voilà, suis c'est le entièrement petit d'accord conseil. là-dessus. Non, non, tout à fait. Mais bon, après, on voit quand même que même si des fois les choix sont un petit peu bizarres, entre guillemets, ça gagne, hein, parce que c'est le sixième championnat IMSA pour le team Penske, c'est le quatrième titre avec Porsche d'ailleurs pour Penske, après les titres en LMP2, on s'en souvient, on en parlait, je crois que c'était Mm. la semaine dernière ou il y a 2 semaines, entre 2005 et 2008, et puis c'est le 45e titre dans toutes les disciplines de sport mécanique pour Roger Penske, ou en tout cas pour l'équipe du capitaine. Et là, ce week-end, ben, justement, tu me faisais la transition. C'est pas qu'on va pas parler des autres constructeurs, on va en parler rapidement, mais c'est 9 titres décrochés. Alors, c'est un peu de la com, hein, évidemment, par Mm. Porsche ce week-end en IMSA. C'est-à-dire qu'entre le GTP, le GTD Pro, la Michelin Endurance Cup, tu vas compter 9 titres, que ce soit les pilotes, les constructeurs, les équipes. Enfin, c'est quand même un carton plein en 2024. Et attends, on n'est pas encore en WEC à Bahreïn, mais ils vont en ajouter d'autres, hein, des titres cette année. Ils vont peut-être nous faire un poster avec le nombre de titres dessus, comme ils avaient fait avec leur victoire du Mans. Mais ouais, bah, en fait, ils ont mis les moyens, clairement, en IMSA. Et ils profitent aussi, on en avait déjà parlé, mais je pense qu'ils profitent aussi du fait d'avoir un programme qui soit vraiment connecté, IMSA et WEC, Oui. avec la même équipe qui est aux manettes, des moyens. Je pense que chez Porsche, on n'est pas sur des moyens illimités, mais presque, quoi. Enfin, quand il s'agit de gagner des 24 heures du Mans ou de gagner des championnats, et comme ça, ils mettent les ronds, quoi. Et puis, tu as aussi des équipes privées qui exploitent des Porsche. Ça peut aider Oui, aussi. voilà. Et ouais, et encore une fois, ça fait le lien avec ce qu'on se disait. Les équipes, euh, les équipes qui sont en GT3, donc là en GTD aux États-Unis, c'est jamais des équipes 100% privées, quoi.
il y a toujours un intérêt de Porsche derrière, ou par le prêt d'un pilote, ou par la présence d'ingénieurs, ou les deux. Enfin, ça, en général, c'est les deux. Hein. Mais il laisse pas les clients, les équipes privées jouer comme ça, avancer seuls. Donc, c'est aussi la marque de fabrique d'un constructeur qui s'investit pour ses clients, qui a envie de voir ses voitures gagner. Chose que Audi, par exemple, a totalement abandonné parce que l'engagement LMDH a été mis entre parenthèses et le support client GT3 a aussi totalement été annulé. Ça c'est dingue Voilà, parce que là ils se sont quand même enlevés d'énormément de potentialités pour revenir. Parce que là quand tu ouais, ouais, coupes tout d'un programme sportif qui a été créé et qui a vraiment été plein de succès sur la piste, hein, je parle pas des rallyes, c'est dingue. Tu vois, Porsche, eux, c'est comme tu disais, c'est cette force-là. C'est-à-dire qu'en fait ils peuvent rebondir à chaque fois, quoi. Audi ne pourra plus. exactement. Le customer racing, comme on appelle ça, enfin la compétition client, voilà, je cherchais le nom. La compétition client, c'est un truc qui est vraiment hyper important. Et tu vois, par exemple, je sais que chez Lamborghini, ça peut paraître embryonnaire par rapport à Porsche, mais c'est assez structuré. Ça veut dire que c'est un truc qui a une valeur. Ça avait commencé à l'époque avec ah putain, des Allemands là, qui préparaient les Lamborghini en Le Grasseur? Mans Series. Avant, ouais, peut-être que ça a commencé là, je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui date, genre 2000, peut-être 8, 9, et même avant, il y avait les... Ah, non, bah là, je l'aurais pas. Tu sais, les Lamborghini, elles étaient préparées chez... Non, Attends, je bon, me souviens en plus, si, mais je me souviens, c'était quoi? C'était l'Aventador? Non, c'était laquelle? les Murcielago, mais Murcielago, merci. ouais, les Murcielago, elles étaient préparées chez... Bon, c'est pas grave, on rajoutera, je rajouterai un Voilà, petit insert. Hein. on Et, bipera pas, mais on rajoutera. et ça, tu vois, c'est vraiment... Ça fait plus de 20 ans, je crois que c'est 2003 ou 4, tu sais, celle qui était blanche avec les pubs IPP Spartak, là, les Russes et tout. Mais oui, mais Et c'était donc, Spartak Racing hein, pour le coup, hein, les ouais. Russes. Mais Et du avant, coup, ça, c'est vraiment un truc qui met du temps à mettre en place. Il faut trouver les bons partenaires, structurer, avoir des chaînes d'approvisionnement, de la logistique. Et le fait que Audi, je sais pas pourquoi je suis parti sur Audi, mais le fait qu'il est annulé, c'est fou. Chez Porsche, ça fonctionne bien. Chez BMW, ça fonctionne très bien aussi. Turner, on en parle souvent de Turner Motorsport. J'ai une petite anecdote d'ailleurs tout à l'heure ah oui, dans C'est quoi ton actu. Mais voilà, c'est le genre de constructeur qui profite du fait que BM est vraiment bien structuré, Ferrari aussi. Mais là, c'est Porsche qui gagne parce que je pense qu'il y a vraiment cet effort d'avoir un programme international connecté. En GTP, je parle. ouais, c'est vrai. En GT3, bah, il y a AO Racing qui a fait un super taf, faut le dire. Donc voilà, c'est aussi le fruit de leur travail à eux. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant de revenir aussi sur peut-être les explications d'une telle domination, parce que voilà, cette année, ça n'a pas fonctionné pour tout. Tu vois, la Porsche numéro 5, malheureusement pour Proton, bah voilà, elle termine pas aux avant-postes de cette course de Petit Le Mans. La 85, elle a eu des problèmes assez rapidement. Toujours est-il que les Porsche sont quand même là, toujours au rendez-vous. Bon, dommage pour Westbrook hein, qui avait annoncé sa retraite, mais ça a été anticipé hein, là avec la 85 qui avait donc terminé sur le Ouais. podium à Indianapolis sur tapis vert. Ouais, C'est vrai, on l'a c'est pas beaucoup vu. retraite pour Westbrook? Ouais. Retraite. Bon, après, il va Ok. peut-être refaire des petits caméos, hein, revenir quelques fois. Mais bon, en tout cas, là, ouais, il avait annoncé ça en IMSA au minimum et puis peut-être même au général. Donc voilà. Le préparateur de Lamborghini, je viens de retrouver, pardon, hein, c'est Reiter Engineering. Ah, Reiter, bien sûr. Ah oui, Voilà. j'y étais pas. Ça avait commencé par là, et après, c'est eux qui ont structuré la compétition client chez Lamborghini. Bon, on mettra un insert, vous inquiétez pas, Ouais, hein, c'est on va ça. monter tout ça. On fera le collage. Bon, on va parler rapidement avant de passer à la catégorie GTD Pro de BMW. Bon, la 25 rapidement contrainte à l'abandon. La 24 quand même, je dois le dire, était en lice pour la victoire hein, grâce au dernier full course yellow. Donc en fait, il y a eu une grande phase de drapeau vert. Et puis finalement, eh bien, ils étaient toujours là dans le rythme. Hein. Eng et son équipier, donc je me souviens même plus d'ailleurs, c'est Krohn, je crois. Hmm. Franchement, c'était pas mal du tout, jusqu'à ce que Eng puisse être un petit peu trop optimiste et vienne pousser une première fois Tandy, puis une deuxième fois à la chicane. Bon, c'en était trop. Il a eu un drive-through. Et la 24 termine un petit peu plus loin donc, que ses petits camarades. Mais je dois dire quand même que BMW, on le disait la semaine dernière, on le voit en WEC, on le voit en IMSA, ils ont quand même beaucoup plus de facilité à exploiter leur voiture. Hein. Même s'ils étaient jamais vraiment dans la course à la victoire, honnêtement, sur un malentendu, ils étaient troisième, ils pouvaient passer deux, et pourquoi pas vainqueurs de cette course. Donc ils sont quand même toujours là. Je sais pas ce que tu en penses, BMW. Moi, je trouve qu'ils sont sur une bonne pente ascendante. Alors, ouais, je suis d'accord. En fait, j'ai lu des trucs un peu... alors, attends, je vais expliquer clairement. BMW, ils ont gagné donc à Indianapolis, même un doublé,
dans des conditions Ouais. un peu particulières, pistes froides, conditions climatiques dantesques, etc. Bon résultat aussi en WEC à Fuji, c'est ça, podium de mémoire? Fuji, ils font podium, ouais. Non, ouais, si, c'est ça, ils font deux, parce que du coup, il y a l'Alpine qui est de 3. Ça. Ouais. Et ouais, je pense qu'ils ont débloqué un truc parce que j'ai lu justement des choses à propos d'Alpine où en coulisses, il se dirait que la bonne performance de Fuji serait un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que ça tiendrait aux conditions, à l'altitude, à la piste. Enfin voilà, il y a tout un espèce de faisceau de choses qui font qu'elle était super en forme là, la voiture, mais ils s'attendent pas forcément à ce que ça soit répété. Ah bah Voilà. mince. Enfin, ils ont pas. Ouais, bah, c'est ce que j'ai comme rumeur. Écoute, faut le prendre comme ce que c'est, comme info. Mais voilà, on est là aussi pour partager ce qu'on a comme info. Donc, truc un peu, pas accidentel, hein, ils savaient qu'ils allaient être bien là-bas, mais ça relève plus de la performance circonstancielle, quoi, propre à ce moment-là, ce circuit, qu'un truc global. Chez BM, j'ai le sentiment que c'est un peu différent. Et là, ça le prouve, comme tu dis, au Petit Le Mans, voilà, entre Fuji, Petit Le Mans ou Indianapolis, que ce soit les conditions, le circuit, enfin, il y a pas grand-chose de commun. Et BM a été encore bien, donc moi j'ai le sentiment au contraire que BM pour le coup, ouais, elle est dans une bonne phase ascendante. Et qui sait si l'année prochaine, ça peut pas enfin débloquer, quoi. Ça serait bien. Parce qu'il Ça serait serait bien temps d'avoir de. voilà, un constructeur, c'est pas que je suis pro BM ou contre BM, mais ça serait bien d'avoir un constructeur qui se mêle à la bagarre et à la lutte Qui pour les se mêle à la victoires. bagarre, déjà. Voilà, c'est ça. Qui se Exactement. mêle à la bagarre. Ils ont maintenant, du coup, dans leur musette, deux épreuves majeures d'endurance, on peut le dire, c'est vrai. Oui, Watkins Glen, bon, même s'ils l'ont pas gagné sur la piste, et Indianapolis, qui était l'ajout, enfin, la cinquième manche de l'Endurance Cup. Moi, je verrais bien BMW jouer les premiers rôles l'année prochaine à Daytona ou à Sebring, tu vois, ça serait pas mal. ah ouais, Ouais, moi je le aussi. sens. J'aimerais. Bon, par contre, pour Lamborghini, c'est beaucoup plus difficile. On va passer rapidement. Mmh. Pas grand-chose à dire, hein. Bon, Grosjean n'a pas fait un mauvais travail. Ils ont été bons, mais bon, voilà, encore un peu compliqué. Moi, je suis un peu déçu et désolé d'entendre des rumeurs qui diraient que Lamborghini et Iron Lynx, ça ne fonctionne plus beaucoup. Je parle en proto ou en GTP ou en LMDH, enfin en hypercar. Et que potentiellement un Lamborghini avec cette obligation WEC d'avoir deux voitures n'irait plus en Europe, mais enfin en Europe ou dans le championnat du monde, mais irait, selon moi, encore en IMSA pour une voiture. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète de voir Lamborghini éventuellement peut-être même jeter l'éponge? Ah, en fait, pour l'instant, Lamborghini a confirmé, comme Proton Compétition d'ailleurs, ils ont confirmé qu'ils participeraient uniquement aux manches Endurance l'année prochaine en IMSA, D'accord. avec une voiture. Donc en fait, ils continuent ce qu'ils ont fait cette année. Et donc potentiellement, ça veut dire qu'à côté, s'ils font le WEC, de toute façon, c'est deux voitures. Il y a déjà, les trois châssis sont déjà assemblés depuis le début, hein. Ils ont déjà trois châssis depuis même fin 2023, je crois qu'ils les avaient. Donc c'est pas une question de disponibilité de matériel ou de choses comme ça, c'est juste qu'ils ont voulu faire progressivement. Le WEC impose cette règle des deux voitures qui est discutable, on pourra en faire un épisode, mais que moi que je trouve pas mauvaise, dans le sens où ça peut Oui, oui, apporter plus de lisibilité, plus de stratégie et aussi un peu plus une garantie d'un peu plus de stabilité, puisque oui, en fait si tu fais l'effort d'avoir deux voitures, ça veut dire que déjà tu mets des moyens importants pour être présent, et donc ça réduit le risque que du jour au lendemain, on te fasse une Glickenhaus ou une Zota Fraschini ou une Bike en te disant, bah, oh, finalement, c'est marrant, souvent ça arrive au mois de juillet, le Mans passé, oh, bah, tiens, en fait, non, bah, nous, oh, la tournée en Asie, tout ça, on va peut-être ouais. pas la faire. Ouais, bah, putain, c'était écrit depuis le début, on le savait, quoi, tu vois. Et donc, quand t'as deux voitures, t'as un espèce de, enfin, je devine, hein, je suis pas dans le secret de la finance des équipes, mais je devine que quand tu as deux voitures, tu es déjà obligé d'avoir un espèce de fonds de roulement et d'investissement qui fait que tu peux pas le lâcher, tu peux pas au mois de juillet dire en fait on arrête et on viendra l'année prochaine en janvier, c'est pas possible. Donc bref, ils font ça pour ça. Est-ce que Lamborghini va le faire ou pas c'est vrai, il y a un peu toutes les rumeurs qui circulent. Hein, Ouais, c'est sur, bah, c'est le et moment, hein. puis, ouais, il y a des rumeurs enfin, avec Mercedes aussi, il y a des trucs, il y a un peu de Oui, on tout. en parle. Ça, c'est pas mal. Je- On va Ouais, voir. ouais, bah oui. Ah bah moi j'aimerais bien que Mercedes arrive, mais j'avais même vu sur Daily Sports Car, il parlait peut-être d'une arrivée dès 2025 de Mercedes. Calmez-vous, calmez-vous.
pas en hypercar, mais en GT3, en LM GT3, c'est-à-dire que, en fait, ça serait une déclaration d'intention et une reconnaissance de la part de la CO. C'est si Mercedes lance un programme hypercar, ce que j'adorerais, vous connaissez maintenant mon attachement pour la Mercedes CLR, Oui, si Mercedes refait un programme comme ça, ils auraient déjà en 2025 la possibilité d'avoir 2 voitures en LM GT3, mais il faut qu'elles se fassent homologuer, parce que pour l'instant, la Mercedes, la MG, elle est pas conforme au règlement ACO. Elle n'a pas été homologuée dans sa version avec tout à fait. les torque sensors, là, les capteurs de transmission, etc. Enfin, voilà. Donc il faut quand même repasser par un process de validation, d'homologation. Pour l'instant, j'ai pas d'infos là-dessus, mais si ça se fait, en tout cas, si vous voyez une Mercedes AMG qui devient homologuée LMGT3, ça sent bon pour Ça avoir sent bon. un programme hypercar. Ouais, voilà. Alors on va suivre ça de près, et puis on va passer au GTD Pro justement, puisqu'on parlait de cette Le LMP2, passerelle. on s'en Non, cogne, si, hein. si, on va en parler rapidement parce que quand même les Français ont été J'aime bons, bien, mais si tu veux je voulais dégager le faire ma P2 petite et tout ça, moi transition ça me... Ah, pardon. parce que Lamborghini gagne enfin en GTD Pro avec cette association Lamborghini Iron Lynx, victoire à Petit Le Mans. C'est pas la première fois que Lamborghini s'impose, hein. En 2022 à Daytona aux 24 heures, c'était avec TR3 Racing. Et tiens, il y avait encore Bortolotti dans la voiture. Là, cette fois-ci, eh ben, on avait aussi un bel équipage, hein, dans cette GTD Pro avec notamment Franck Pereira, Jordan Pepper et donc Mirko Bortolotti qui s'impose. Ça fait quand même plaisir, hein. Lamborghini s'illustre en GTD Pro, donc victoire à Petit Le Mans. Et le plus important pour le titre, eh ben c'est Porsche. Tu vois, on a parlé de Lamborghini et de Porsche. C'est pour ça que je voulais parler de GTD Pro tout de suite. AO Racing, pourtant, c'était pas bien engagé, hein, pour Lorien Heinrich. Ils avaient combien avait-il? Quasiment 100 points d'avance sur l'Aston de Rosgun avant cette course. Et puis, bah, assez rapidement, ils ont connu des problèmes. C'était -1. Je pense que ça n'a pas dû être facile à vivre quand même pour Lorien Heinrich. Je sais pas ce que t'en penses, Geoffroy, mais ça s'est joué à rien. C'est-à-dire que si l'Aston terminait deuxième, c'était Rosgun qui était champion. Si l'Aston terminait troisième, ce qui s'est passé, c'était donc Lorien Heinrich champion. Mais pourtant, ils ont dominé la saison. Ça aurait été peut-être un coup de Trafalgar ou en tout cas un hold-up du siècle, hein, pour l'Aston Martin, non? Ouais, carrément. Après, ils ont eu donc un câble qui a rompu et qui empêchait le passage des rapports, donc ils étaient bloqués en 3, je crois. Ils ont fait un petit moment en troisième, et du coup, après, ils sont rentrés, ils ont perdu 5 tours dans l'affaire. Et Loren Heinrich, ouais, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que de toute façon, c'était marrant, ça, c'était sur... je sais pas si c'est toi qui commentais, ou... Mais c'est vrai que j'avais l'oreille sur la version anglaise, alors c'est peut-être que je l'ai entendu à la radio aussi. Mais bref, le commentateur, là-bas, en tout cas, sur place, le pit reporter disait, alors, bon, alors maintenant, du coup, l'objectif, c'est quoi? Vous allez remonter? Non, gros, 5 tours de retard, quand même. En GT, ça paraît quand même dur, mais bon. Et en fait, il a insisté en disant, donc, c'est quoi votre état d'esprit? Et tu vois Lorena Heinrich qui est pas... Je crois qu'on l'avait déjà dit, mais moi, je l'ai déjà croisé un peu. C'est pas le gars le plus expressif, quoi, hein. Non. Ouais, voilà, il a une économie de mouvements faciaux. Et du coup, tu le vois, il est là, bah, il fait, bah, en gros, je peux rien faire. Enfin, en fait, maintenant, on va subir, hein. On est à 5 tours. Et en plus, ils ont eu une course avec peu de Mais oui. neutralisation. Donc, bah voilà, ils ont subi et ils n'ont pas été maîtres de leur destin. Et il se trouve qu'effectivement, l'Aston a pas réussi à avoir cette deuxième place qui leur aurait assuré le titre. Donc, ils gagnent finalement. Je trouve ça assez juste par rapport à tout ce qu'ils ont fait sur la saison, au fait que ça soit la fameuse Porsche verte, Rexy, machin. Il y a un côté bien, tu vois, belle histoire. Mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup moins. L'issue aurait pu être beaucoup moins belle, quoi. Après, ce qui est beau aussi, c'est que chez Aston, tu vois, on s'est dit, ok, Rosgun, tu veux le titre, et ben c'est toi qui roule. Et pourtant, c'était pas lui le plus rapide, hein, dans l'équipage. Donc, s'ils avaient vraiment voulu ce titre, je pense qu'ils auraient mis un Roman De Angelis ou quelqu'un de différent. Ok. Bah, j'ai trouvé que c'était beau, en tout cas, de faire finir la course à la fois à Lorin Heinrich et à Rosgun. Comme ça, au moins, chacun avait finalement ses propres cartes. Moi, ce que je Mhm. voyais surtout, c'est que Julian Lower, qui est venu prêter main forte dans la 77, à un moment donné, je pense que la stratégie, c'était de mettre la pression sur les autres GTD Pro, pour peut-être faire une erreur, un crash, essayer de gagner des places comme ça. Moi, je l'ai bien vu être bien chaud dans le Oui, oui. trafic. Donc, tu vois, il n'était pas attentiste, hein. Et puis avec la déco, justement, cette fameuse déco avec la gueule devant de la bagnole. Ouais, clairement, ils étaient offensifs. Ils étaient à 5 tours, mais comme tu dis, ils ont pas lâché l'affaire. Et bon, voilà, ça doit être difficile quand t'es pilote de te dire que tu fais un truc à 5 tours. Et en plus, Ouais, tu te c'est bats clair. pour un titre. Enfin, voilà.
Mais ils ont pas lâché en tout cas. Non, c'était bien, c'était très bien. Non, c'était sympa. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le GTD Pro à part ça, parce qu'il y avait eu quand même Ouais, une bataille à distance. En LMP2, quand même, si, on va le dire. C'est un peu ton LMP3 ouais, le LMP2 en américain LMS. is the new LMP3. Ah, c'est ça, je les vois pas. Pour moi, c'est invisibilisé, je les vois pas. Et bah tu les vois pas, mais pourtant, on a eu victoire du TDS Racing, donc l'équipe française, après une superbe lutte face à la 74 de chez Riley, qui se battait pour le titre, hein, cette Riley. Si elle gagnait, et que je crois que l'Inter-Europol terminait sixième, c'était bon pour Riley. Et puis finalement, eh bien dans la voiture de chez Inter-Europol, on a un Français qui est au rendez-vous, Tom Dillman, qui a fait vraiment encore une course fantastique. Et c'est lui qui est donc champion avec Nick Bull. Et on va retrouver en tout cas cette équipe Inter-Europol PR1 Mathiasen au 24 heures du Mans, parce que invitation oblige, on sera en mesure de voir Nick Bull, qui est le lauréat du Jim Truman Bronze Cup, qui Hmm. récompense donc le meilleur pilote bronze de la catégorie. Donc invité aux 24 heures du Mans, il termine je crois 4 ou 5e chez Inter-Europol, si je dis pas de bêtises, je vais quand même revérifier ça. 4e, Dillman, Bull et Spikowski. Donc bah, finalement une super saison qui se termine bien pour notre Français Tom Dillman. Victoire française TDS Racing. Bon, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une belle lutte et un bel affrontement. Et puis, que dire? Et là, moi je voudrais quand même avoir ton avis là-dessus. Oh De là, Connor attention. Zilic, qui est impressionnant encore une fois avec la numéro 18 de chez ERA Motorsport. Podium, il est allé dépasser Niklas Nielsen. Non mais je veux dire franchement, Connor Zilic, il est plutôt dans la trajectoire d'aller en NASCAR. Moi je me dis que je suis un des dirigeants d'endurance, mais je le fais rouler mais d'urgence. Un Ok. Connor Zilic, c'est le Charles Milesi, on peut Ouais, le voir comme ouais, ça. ouais. De l'endurance, non mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que dès qu'il monte dans la voiture, il fait des miracles. Il est allé chercher deux places, hein. Il était 5 et il vient passer 4 et troisième. Il dépasse quand même Niklas Nielsen. Moi, il m'a bluffé. Je sais pas ce que tu penses de cette nouvelle génération de pilotes, là, voilà, qui finalement bah, sont un peu en endurance, essayent aussi de voir sur un programme peut-être différent. Enfin, là, le fait qu'il soit américain, évidemment, il aimerait bien aller en NASCAR, mais est-ce qu'il aurait pas quand même intérêt à faire de l'endurance? Je sais pas, Bah, moi, c'est mon côté européen qui parle. c'est exactement ce que j'allais dire. Si tu m'emmenais sur sa course, j'allais te dire je ne l'ai pas vu, parce que je t'avoue, j'ai pas du tout eu le focus sur les LMP2. Mais voilà, j'ai comme toi, j'ai vu cette info, enfin j'ai vu ce truc passer, cet intérêt pour la NASCAR. La NASCAR, ça dépend comment vous voulez le prononcer en fonction de. Bref, petite référence. Ouais, l'envie d'aller en NASCAR. Bah, moi j'ai trouvé ça étonnant, mais comme tu dis, effectivement, il y a le côté ricain. Je dis beaucoup ricain aujourd'hui. Le côté américain, United Américain. States of America, il y a cette attirance pour la discipline qu'est la NASCAR, évidemment, qui est compréhensible. Mais pour moi, il y a des choses qui paraissent des évidences et je vois pas pourquoi il y a. Enfin, voilà, moi, effectivement, je l'entraînerais plutôt dans la discipline endurance où il y a quand même des programmes assez dingues, où il y a quand même un jeu de chaises musicales potentiel qui va s'organiser avec l'arrivée de nouveaux constructeurs, avec des changements d'équipe. Enfin, je pense qu'il a toute sa place dans ce jeu de quilles en endurance. Après, peut-être qu'il y a un double programme possible, mais je suis pas certain. Enfin, toi qui connais mieux les disciplines, pour moi, les pilotes NASCAR, c'est vraiment des mecs qui font que ça. Ouais. Il y a 72 courses en NASCAR dans la saison, non? T'as pas le temps de faire autre chose. Non, mais c'est vrai. Enfin, et puis c'est vraiment une discipline très. Je sais qu'il y a des one-off, quoi. De temps en temps, il y a, je sais pas qui, Raikkonen, machin, qui va aller faire une course, mais ça reste quand même très rare. Je pense pas que tu puisses faire un double programme. Et je trouve ça dommage, puisque l'endurance, avec des calendriers qui sont souvent un peu plus courts, enfin, même beaucoup plus courts, il suffit de regarder le LMS ou l'IMSA, Ouais, bien sûr. permettent justement d'avoir plusieurs championnats, plusieurs continents. Tu peux faire de l'Asian Le Mans Series, enfin, je trouve que ça a une vraie richesse, alors que s'enfermer dans la NASCAR, pourquoi pas, mais je pense que son talent mérite, pas que ça mérite mieux, la NASCAR c'est très bien, mais je le verrais plus en endurance, effectivement. Bah voilà, moi je me dis ça, il a commencé par la Mazda MX-5, il a tout dominé, il est Waouh. ensuite allé en arcade, etc. Enfin, à chaque fois qu'il roule, il domine en fait, c'est simple, hein. Parce que pour emmener la voiture numéro 18 de chez ERA sur le podium, quand t'as un Dwight Ouais, Merriman et que ouais, t'as une ouais. longue phase de drapeau vert, je dis costaud, costaud le petit gars. Alors, tu Non, vois, c'est tu fais dingue. un parallèle avec la Mazda MX-5. Du coup, j'ai regardé les courses de support. J'ai plus regardé les courses de support que la vraie course. Mais, Ah bah bravo. ouais. Non, mais les courses de Mazda MX-5, c'est toujours un plaisir en IMSA. C'est incroyable. Ah bah oui. Il faut, on n'a pas ça en France. Il n'y a pas de série Mazda.
Il Je y a sais la pas. Roadster Cup, mais c'est plus dans les compétitions historiques en fait. Donc Ouais, mais c'est pas du ça existe. monomarque. C'est pas du mono. Ils ont pas tous la même caisse, quoi. Si, 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 tout à fait, toutes des Ah Mazda. si, Ouais, ok. ouais. Bon, Mais oh, c'est putain, mais moins mis en comment tu valeur, connais mais. comment tu connais ça, putain, c'est Ah, ouais, incroyable. parce que j'en ai commenté, monsieur. Voilà. Ah là, oui, bah bien sûr, mais non, mais si, alors, si vous avez un peu de temps devant vous, les courses ne sont pas non plus super longues, mais je crois que c'est du 40 minutes ou un truc comme ça. Mais allez voir les courses de Mazda, elles sont en replay sur YouTube, sur la chaîne de l'IMSA. J'envoie les gens ailleurs, hein, je les fais quitter notre chaîne. Mais Ah non. si vous avez, allez voir sur la chaîne de l'IMSA. Si vous les voyez pas dans les anciens lives, dans les diffusions précédentes, petit VPN, localisation aux États-Unis, rafraîchissez la page et normalement il y a tout qui s'affiche. Et c'est Ah, c'est vraiment beau. c'est incroyable à regarder. Hein. C'est toujours, c'est du iRacing en IRL quoi. Ouais, c'est C'est ça, vraiment, ils complètement. sont mais pare-choc contre pare-choc, ils lâchent rien. Mais par contre toujours dans un respect quand même, il y a pas beaucoup de gestes sales, tu vois. Ça reste quand même, parce qu'ils savent qu'ils ont des petites voitures et que s'ils se crashent ça va quand même faire mal. C'est vraiment impressionnant à regarder. Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fort. Donc ouais, ouais, je suis d'accord aussi. Il y a beaucoup de spectacles. Et il y en a eu aussi en GTD, parce qu'il y a beaucoup d'engagés en GTD. Et c'est Ferrari qui s'impose grâce au Conquest Racing. Moi, je suis content comme tout pour l'équipe d'Eric Bachelard, le Belge, qui s'impose avec Albert Costa, qui est allé la chercher, cette première place, justement. C'était pas simple à aller chercher. Eh bien, un peu à l'instar d'un Ranger Van der Zandt, voilà, il s'est battu, Albert Costa. On sait qu'il terminera pas la saison en ELMS. Donc voilà, il se montre en IMSA. Espérons pour lui qu'il puisse avoir de bons baquets parce que vraiment c'est un chouette type et il a un sacré coup de volant. Donc voilà, petit coup de chapeau à lui. Mercedes qui s'impose aux constructeurs en GTD. Bon, ça c'était déjà fait à Indianapolis. Et puis pour la course et pour le titre, bon, c'était pas juste, mais ils n'ont pas eu la course qu'ils attendaient peut-être chez Mercedes hein, avec les pilotes qui habituellement étaient aux avant-postes, hein, Ward et Ellis. Et donc finalement, il termine 9e avec Idi Donje et le Windward Racing réussit à s'imposer donc dans cette catégorie, alors que finalement, eh bien, ça a été une belle invitation pour les pilotes bronze, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, si on se bascule un petit peu rapidement hein, sur 2025. Auré Fidani, avec la voiture numéro 13 de chez Awa, a décroché le titre en Bronze Cup, et donc avec Nick Boulm, on les retrouvera normalement aux 24 heures du Mans en 2025. Donc peut-être se battre face à Sarah Bovy ou d'autres pilotes bronze l'année prochaine, sous réserve que les classifications restent les mêmes. Il a quand même battu Brendan Iribe qui cette année avait fait la pole avec Inception Racing aux 24 heures du Mans. Donc comme quoi, ces invitations, elles sont quand même importantes. Je suis pas en train de dire qu'Auré Fidani va faire la pole, mais en tout cas, il sera aux 24 heures du Mans 2025. Voilà. On peut passer tranquillement sur quelques toutes petites infos 2025 IMSA. Est-ce que tu as des news plus précises ou pas? Ouais, alors non, mais c'est ce que tu dis, la classification, justement, moi j'ai eu des infos comme quoi ça allait changer. Effectivement, Ah, ouais, je pense que. Enfin, de toute façon, c'est toujours le moment de l'année où on en parle, mais Sarah Bovy, je sais pas comment ça va évoluer, mais enfin, j'ai cru comprendre en tout cas qu'il y a des choses qui allaient changer. Euh, pour 2025, bah écoute, je peux repartir à l'inverse de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire, ah, on peut déjà évoquer le GTD, qui sera encore la catégorie la plus fournie en 2025. ouais. Si mes comptes sont bons, il y aura 22 engagés. Il y a beaucoup d'équipes à une voiture en fait. C'est ça qui est un peu compliqué aussi, enfin qui rend la catégorie très intéressante parce que très ouverte, mais aussi parfois un peu plus compliquée à suivre. Oui, C'est qu'il y a une tournée d'équipes plus complet, enfin plus improbable que les autres ou voilà ou plus confidentielle que les autres. Donc voilà, faut être vraiment un passionné un chevillé au expert. corps. Je le suis, mais bon, je vous avoue que j'ai quelques lacunes sur les équipes en GTD Pro, enfin en GTD et en GTD Pro. Donc je crois, donc du mémoire, il y a 22 voitures. En GTD Pro, il va y avoir 10 voitures. Ok. En LMP2, c'est pareil, ça poursuit. Je crois qu'il y a 12 engagements. Et enfin, en GTP, tu vois, je suis en train de repasser la liste. En GTP, il y a 11 engagements à Ah, temps quand même. plein. Ok. Ouais, il y a 11 engagements à temps plein. Et il y a deux équipes qui viendront en plus pour la Michelin Endurance Cup. Donc, comme je l'ai dit, c'est Lamborghini et Proton Compétition. Voilà. Ouais, Mais pas mal. sinon, Penske retourne effectivement avec deux voitures. BMW sera là aussi. Chez Cadillac, il y a le Wayne Taylor Racing, Cadillac Wellen. Et puis on a Wayne Taylor Racing ouais, qui a deux voitures, c'est la 10, la 31, la 40 chez Cadillac. Et puis comme tu l'as dit, Meyer Shank qui revient avec Acura, la 60. Donc voilà,
Ça va faire un beau plateau, 60 et 93. Voilà, ça, ils auront 2 voitures. Et c'est pas mal, parce que Cadillac a 3 voitures, tu vois, ça change un petit peu de Ouais, cette année. Hein. ouais. Et donc, toujours cette Porsche privée. Enfin, il y aura 2 Porsche privés, JDC Miller et Proton. Mais Proton, comme je l'ai dit, donc que pour les épreuves d'endurance longues. Écoute, ça fait c'est dans la continuité, on va dire quoi. On a eu le step vraiment important cette année où le championnat est devenu dingue. Là, c'est un peu une année dans la continuité, quoi. Ouais, 2025. complètement. Mais c'est Et à bien, tant Daytona, mieux, il y parce aura que plus de monde. À si Daytona, c'est une parce que là, ça continuité comme fait... ça, c'est sympa. Ouais, non, ça va. Mais ça fait... en gros, ça fait, pour être complet sur les chiffres, ça fait 48 engagés à la saison, 56 engagés sur les manches longues, donc de la Michelin Endurance Cup, et Ouais. à Daytona, qui est un peu les 24 heures du Mans des Ricains, Oui. encore une fois Ricains, je le dis, je fais exprès là. Là, ils attendent 60 voitures, pour le coup. Donc il y aura 4 voitures en plus, 4 invités. Il peut y avoir de l'équipe européenne qui se rajoute, ou au contraire, ils peuvent ouvrir par le bas, comme je disais, et rajouter une équipe GT3 improbable, mais souvent à Daytona, il y a un peu plus de monde, quoi. Bah génial. Eh bien, ça sera les 25 et 26 janvier, donc déjà j'ai hâte. Je pense que ça sera diffusé sur Automoto la chaîne. J'ai pas eu d'informations particulières, mais normalement ça continue dans ce sens-là. Un petit mot rapide sur le LMS pour dire que c'est la dernière de la saison à la fin de la semaine là. Donc la course aura lieu. Attention, je sais que je parle à des spécialistes, mais le samedi et non pas le dimanche. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir surveiller. On se retrouve évidemment sur le chat pour eh bien des petits commentaires donc sur le chat YouTube de la chaîne européenne Le Mans Series, hein, évidemment, en français, pour voir si Louis Delettra va réussir à décrocher un nouveau titre. Il a fait une belle épreuve à Petit Le Mans, même si chez Acura ils ont connu une crevaison, c'était compliqué. Mais là, avec Johnny Edgar et Robert Kubica, ils peuvent décrocher un nouveau titre en ELMS. Il y a quand même beaucoup de clients à la victoire. Hein. Ils sont encore 4 à pouvoir décrocher le titre en LMP2. Donc ça va être intéressant. On a aussi un certain Tom Dillman, tiens, avec l'équipe Inter-Europol Compétition. Bah ouais, il a gagné le titre en IMSA. Il aimerait bien faire la passe de 2. Il y a 7 points d'écart entre AOBA ITF, équipe leader, et Inter-Europol. Derrière, on a Panis Racing, TDS. On a parlé de Charles Milesi avec Manuel Maldonado, Arthur Leclerc. Ils sont là, il y a 15 points de retard. Donc il faudra quand même compter sur une contre-performance en face et Mhm. s'imposer. Mhm. Et puis il y a aussi la quatrième, mais ça part d'un petit peu plus loin, hein, l'équipe IDEC avec Richard de Gerus, avec Job van Uitert, et puis avec un nouveau venu encore, enfin c'est la deuxième course qu'il fera avec l'équipe IDEC, c'est Nico Pino, qui n'a pas été vraiment chanceux, hein, le Chilien avec de Gerus et van Uitert la fois dernière, mais bon, en tout cas mathématiquement, ils peuvent encore être Ça titrés, reste donc possible. bon, je compte sur toi pour regarder le LMS à Portimao quand même. Bah du coup, on bascule dans C'est quoi ton actu, parce que je compte sur toi pour commenter. Ah bah voilà, effectivement. Je serai là pour commenter, effectivement, pour savoir eh bien, qui sera titré en LMP2. En LMP2 Pro Am, je sais qu'il y a des passionnés, des fans de François Perraudot, AF Corset et Mathieu Vaxivière et Alessio Rovera. Donc ils ont 2 points d'avance sur Mathias Bech, Grégoire Saucy et Rodrigo Sales pour l'équipe TDS. Chez Algarve Pro Racing, on n'est pas loin non plus avec 6 points d'écart entre Bradley Kendoutis et Queen, et puis donc l'équipe AF Corset. Bref, il y a du spectacle partout, donc oui, je serai là, je te confirme. Et je commenterai aussi nos LMP3, parce que c'est encore possible. Il y a quoi? Il y a, attends, je compte en direct, 7 points d'écart entre Euro International et RLRM Sport, pardon. Donc ça va être complètement fou. Je te conseille de regarder le LMP3, mon cher Geoffroy, Ok, en ok. ELMS. Non, non, ça va Ok, être, bah ça non, va mais être fou. je vais regarder. En fait, tous les titres sont encore Encore à à ouvert. Ouais. décrocher, sont encore en jeu, et il y a très très peu d'écart. Franchement, l'écart le plus grand, c'est entre les deux leaders à l'MP2. Sinon, tout le reste, il y a 1 ou 2 points d'écart. Donc vraiment, j'ai déjà hâte de pouvoir la commenter. Bon voilà, ça c'est mon actu. La tienne, qu'est-ce que c'est? Bah écoute, la semaine dernière, on a enregistré tôt, donc j'avais pas pu glisser une info comme quoi il y avait un... C'est là où je fais le parler avec Turner Motorsport. Il y Ah, avait dans le auto hebdo de la semaine dernière, il y avait une double page sur les Renault Laguna qu'on fait le championnat BTCC dans les années 90, donc rien à voir avec l'endurance. Mais j'ai eu comme ça une fulgurance et surtout j'ai fait un lien avec le fait que c'était il y a 30 ans maintenant, c'est ça? Putain, ouais, on oui, vieillit. ça passe. C'était il y a 30 ans où Renault Donc là, ouais, petit parallèle tourisme, hein, ça va durer 2 minutes, pardon, mesdames, messieurs. Mais en gros, ça fait 30 ans que Renault a lancé le programme en partenariat avec Williams pour engager des Laguna en Angleterre.
Et en fait, ce que je dis dans l'article, donc vous pouvez retrouver dans le auto hebdo de cette semaine, donc enfin de la semaine dernière quand vous écoutez. Donc bon, faut s'abonner quoi, à un moment comme ça, vous les avez tous. C'est qu'en fait, c'était l'âge d'or du tourisme en Angleterre qui a commencé là, parce que la personne qui a repris, l'Australien qui a repris les commandes du championnat début 90 a vraiment tout modernisé, et notamment, ça c'est un truc qui t'intéresse aussi, je sais, sur l'axe communication. C'est diffuser les courses en direct sur les chaînes anglaises gratuitement, C'est clair. alors qu'à l'époque c'était l'émergence de Eurosport, de Speed TV, etc., de toutes les chaînes à péage, où pour voir des courses, même des courses anglaises, enfin des courses en dehors de la France, ou même des courses françaises d'ailleurs, fallait payer. Et là, vraiment, en Angleterre, lui, il s'est dit non, on va passer un deal, il faut que les courses elles passent le samedi et le dimanche à la télé dans tous les foyers. Et ça a vraiment créé un appel d'air énorme, ça a fait revenir le public, et ça a fait venir les constructeurs, et notamment Renault. Donc voilà, je relate un petit peu ça, tout le travail qui avait été fait sur les Laguna, qui sont devenus, enfin, que moi en tout cas, je trouve des voitures iconiques. Pas la Laguna de route, hein, mais celle qu'on voit, celle qu'on peut voir comme ça. Et il n'y en a pas eu beaucoup de châssis assemblés. Il y en a eu des officiels Williams, il n'y en a eu que 8, donc tu vois, c'est assez peu finalement. Ah ouais. Je crois que c'est ça, hein, la stat. Donc voilà, et ça, il y en a de temps en temps comme ça en vente aux enchères, que ce soit en Angleterre ou en France. Tu peux en voir passer. Il y en avait une d'ailleurs au Mans Classique qui avait été affichée. Et la dernière qui avait été vendue de mémoire, c'était un truc comme 110 000 euros, quelque chose comme ça. Ah Ce qui ouais. fait cher pour une Laguna, mais qui finalement, pour le morceau que c'est d'histoire, on va dire, de la catégorie tourisme, n'est pas. Voilà, je trouve ça assez cohérent. Par rapport au prix d'autres voitures de compétition, en tout cas, c'est assez cohérent. Mais, et voilà. Mais le tourisme, c'est une discipline qui est en. Comment dire? Il y a un regain d'intérêt pour cette période du tourisme. Là, il y a un championnat qui s'est créé, Super Bolide, je crois, c'est ça? Ou Ah, Super je me souviens Berlin? pas. J'ai pas le nom. Vous Ah ouais, tu vois. m'excuserez J'ai pas si suivi. vous connaissez. Ouais, ouais, ouais. En fait, où tu peux prendre des modèles de l'époque. Si tu as une caisse de Laguna, par exemple, tu peux la préparer pour ce championnat-là. Donc en fait, il faut que ça soit des voitures de série. T'as pas le droit de toucher au moteur. Je crois que c'est vraiment le truc où tu peux pas trop jouer. Tu peux pas rajouter d'un padis aérodynamique, mais par contre, tu peux la dépouiller, entre guillemets, enlever tout le poids superflu, etc. Vraiment l'alléger à fond. Et bien sûr, faire une déco version Turner Motorsport jaune et bleu, comme il en Trop bien. avait été inspiré, tu vois. C'est ça, en fait, la passerelle. C'est C'est que Turner génial. Motorsport, comme je l'avais dit dans un épisode, c'était inspiré de la déco des Renault Laguna pour ces voitures, et donc elles sont toujours jaunes et bleues aux États-Unis. Et donc voilà, donc si vous voulez retrouver cet article, vous pouvez. Et sinon, bah, mon actu dans les jours qui viennent, écoute, toujours pareil, je trouve des sujets. Là, tu vois, notre discussion fait que j'ai envie de. Il y a que deux, trois pilotes là, je me dis, tiens, faut peut-être que je passe des coups de fil et que j'échange avec eux pour avoir des infos sur leur saison, faire des résumés. Enfin voilà, ça m'a donné des idées. Ah, bien. Bon, ben ça va, Ouais, tu vois, si l'Endurance ouais, Club peut donner des idées aussi, ça me va. c'est ça. Ça me fait phosphorer en direct. Non, mais ouais, tu vois, Tom Dillman, par exemple, je sais que on va attendre qu'il finisse sa saison ELMS, mais je pense qu'il a pas mal de choses à raconter sur son année 2024. À mon avis, ça peut être intéressant. Tom, si tu nous écoutes, voilà, si tu écoutes cet épisode, faites-lui suivre, l'invitation est lancée. Ah, très bien, très bien. Bah, moi, en tout cas, dans Trajectoire, il est le bienvenu aussi. C'est difficile de mettre ça en place, mais voilà, on va y arriver, en tout cas. Non, Ouais. c'est top. Et merci pour les retours d'ailleurs, parce que j'imagine que vous êtes passionné d'endurance et donc vous avez écouté l'épisode sur Sarah Bovy. Le deuxième est arrivé. Enfin bon, bref, en tout cas là, il est dans les tuyaux, quoi. Et bah, Sarah Bovy, ouais, c'est vraiment un parcours complètement fou. Donc voilà. Si tu n'as pas écouté en intégralité, je te le conseille, mon Serge Geoffroy. Ok, ok, ça marche. Bon, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine, de toute façon, Bien pour sûr. débriefer de l'ELMS, évidemment, que vous aurez suivi attentivement sur la chaîne YouTube European Le Mans Series. Vous aurez réagi en direct avec les commentateurs et les invités dans la cabine, je l'espère en tout cas. Et ça sera donc samedi à suivre la course, outre le Michelin Le Mans Cup et puis les Ligier European Series, évidemment, qui seront encore au rendez-vous. Bon, ben nous, Endurance Club, c'est fini pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine, Geoffroy. Toujours bon pied, bon oeil et toujours motivé, c'est bien ça? Toujours à fond, écoute, on se retrouve semaine prochaine. Débrief LMS, ça me va parfaitement. Ah, très bien. Bon, ben voilà. Vendu. Vendu donc. Ça sera aux alentours du 22, 23, 24 octobre. Voilà, c'est. On n'est pas encore calé sur la date de sortie, mais en tout cas, on sera là cette fameuse semaine prochaine pour débriefer de l'ELMS et de l'endurance, donc que vous aimez toujours autant. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à mettre des étoiles, 5 même, des étoiles si vous avez l'occasion de le faire.
Et puis nous regarder aussi sur la chaîne YouTube. Alors nous regarder, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas encore de vidéo, mais ça va peut-être arriver. Attention. Voilà, sur cette chaîne YouTube qui monte de petit à petit, comme on dit. Mais voilà, Ouais, c'est de la d'épisode en communication épisode, qu'il non, faut mais faire. c'est très bien. Faut abonnez-vous comme ça, vous, quand on balancera le format vidéo, quand ça commencera, vous en serez les premiers informés. Parfait, impeccable. Et on parlera de l'MP3 la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Oui, Ouais, bien sûr. voilà. Écoutez, bonne semaine à tous et toutes. Et puis on se retrouve pour débriefer de l'ELMS à Portimao. Salut!